Donc, bonsoir à tous et merci d'être là pour cet atelier qui est dédié en fait à vous présenter les nouveaux kits optiques pour réaliser un Solex et un Starex. Et donc ce soir, nous allons avoir l'intervention de François Cochard qui va vous parler un peu plus de ce que Cheliac a mis en place au niveau de cette offre, de cette nouvelle offre. Et puis Christian Bull qui vous parlera un peu plus plutôt de l'aspect pratique de pourquoi il y a eu des choses qui ont été améliorées dans ces kits et puis leurs applications dans les choses qu'on peut faire, à la fois des scans du soleil et aussi de la spectroscopie stellaire. Voilà. Et j'en profite aussi pour vous dire que dans quelques jours, vous savez sans doute qu'il y a les RCE, donc les rencontres du ciel et l'espace qui auront lieu à Paris à la Cité des Sciences. Et à cette occasion, il y aura pas mal d'exposés en spectroscopie, notamment en salle numéro 4. Et il y aura aussi des présentations qui auront attrait au Solex et au Starex durant ces 3 jours des rencontres. Et bien sûr, Cheliac Instruments a un stand, c'est le stand S33 au premier niveau, où vous pourrez découvrir le kit Solex, les kits Solex, et si vous désirez aussi, vous pourrez vous les acheter parce qu'il y aura du stock sur le stand qui vous permettra de repartir avec votre kit. Alors sans plus attendre, je vais laisser la parole à François Cochard qui va vous présenter en premier ces nouveaux kits Solex, et puis après, ça sera Christian Buil qui prendra la parole. Il faut peut-être que tu actives ton micro, François. C'est tellement mieux. Donc, je disais bonsoir tout le monde, et j'active mon micro. Et vous devriez voir rapidement la présentation, le titre de la présentation. Effectivement, on a un atelier ce soir là, qui va tourner autour de Solex et Starex. Je remets ici ce que tu viens de dire, Olivier. Je vais parler, moi, des kits avec la casquette de Cheliac. Et Christian, derrière, prendra la parole et parlera de manière certainement un petit peu plus technique sur les nouveautés et sur la nouvelle offre qu'on met en place. Et puis, évidemment, il y a la place pour les questions-réponses. N'hésitez pas à utiliser le chat ou à intervenir éventuellement. On n'est pas trop nombreux. Et voilà. Et je suppose qu'on vise quelque chose qui devrait durer à peu près 1h30. Bon, ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus, mais c'est à peu près l'ordre de grandeur. Alors, comme introduction rapide, vous savez, j'imagine que vous connaissez tous, si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes déjà assez familier avec le projet ou vous êtes bien renseigné. Le Solex et Starex, c'est donc un projet qui est initié par Christian et dans lequel Cheliac a une participation active. Alors, je sais que pour moi, c'est important de préciser que c'est un projet de Christian de manière toute simple. D'une part, pour pas se réapproprier quelque chose qui est vraiment le fruit du travail de Christian principalement, et puis chacun restant à sa place. Et aussi parce que finalement, au sein de notre communauté française, bon, je pense que tout le monde connaît Christian, ou en tout cas, une écrasante majorité de gens connaissent Christian et savent qu'il est à l'origine de ce projet. Mais comme on a envie de tourner de plus en plus vers l'international, là, c'est pas forcément le fait de porter ce message, de dire que c'est un projet proposé par Christian dans un esprit très communautaire, c'est quelque chose d'important. Maintenant, donc, le soutien de Cheliac, c'est un vrai soutien actif, puisque nous, on a fait intervenir nos fournisseurs, on a fait des optiques sur mesure, donc sur les spécifications de Christian, mais c'est des optiques complètement optimisées pour l'application de Cheliac. On gère du stock, on fait des achats en grande quantité de façon à avoir les meilleurs prix possibles. Et au passage, jamais on a acheté autant de composants, des composants en aussi grand volume que depuis le projet Solex, parce que c'est vraiment un super succès.
Et c'est ça qui permet d'avoir des prix qui sont toujours trop élevés, hein. C'est un débat permanent entre nous. On aimerait que ce soit moins cher, mais globalement, on arrive quand même à tirer des prix qui sont assez optimisés. Et puis, on gère aussi, on s'occupe, on prend en charge toute la gestion des commandes, ce qui est aussi un gros boulot opérationnel. Donc voilà, donc la contribution de Cheliac, elle est là, elle est réelle, mais la paternité du projet reste à Christian. Bon. Le deuxième constat important, évidemment, c'est que ce projet, où au départ, quand Christian l'a lancé, quand on faisait des paris, on ne savait pas trop et où on allait aller, bon, on y croyait hein, dans ce projet, mais c'est toujours difficile de savoir si ça va marcher ou pas. Bon, globalement, je pense qu'on a tous perdu notre pari, alors certains plus que d'autres, mais ça a quand même dépassé largement tous les scénarios optimistes qu'on avait imaginés. Et ce succès-là, il est à la fois étonnant, il est passionnant, il est intéressant, et il donne vraiment envie d'aller plus loin. Alors, quand je dis au sens propre comme au figuré, c'est au sens propre, c'est d'aller de sortir de plus qu'on ne le fait aujourd'hui de nos frontières. Et aussi, on voit bien, avec la dynamique dans laquelle est Christian en permanence à proposer des nouvelles options, des nouvelles pistes, et il est possible qu'il en propose encore ce soir, on voit qu'il y a encore un potentiel magique, quoi, complètement magnifique. Le troisième constat que je fais, c'est vraiment que alors, la diffusion aujourd'hui est majoritairement française ou francophone. Olivier, je crois que tu m'as envoyé des chiffres tout à l'heure qui disaient que c'est à peu près, donc il y a à peu près 400 kits qui ont été vendus, 400 kits de Solex, Starex qui ont été vendus jusqu'à maintenant, et il y en a une centaine qui concernent des pays étrangers. Donc ça fait quand même 25%, c'est loin d'être ridicule, c'est important. Mais globalement, l'activité de Cheliac, aujourd'hui, on est plutôt à 80%, voire plus, à l'export. Et donc, en fait, on sent qu'on pourrait faire beaucoup mieux. Et c'est un vrai questionnement, c'est comment on fait pour justement dépasser la communauté francophone et puis et insuffler quelque chose de beaucoup plus fort. Et en fait, c'est pas mal, pour moi, une motivation profonde dans tout ce travail qu'on fait là sur cette nouvelle offre, c'est de repousser un petit peu les frontières. Et puis, je vais en reparler plusieurs fois là, dans les minutes qui viennent. Et donc, c'est aussi en partant du principe que ouais, sur Terre, il y a encore des gens qui ne connaissent pas Solex et Starex. Et là aussi, je crois qu'il y a un contraste très important en disant, en France, moi, à chaque fois que je pose la question, j'ai l'impression que tout le monde a, dans le milieu de l'astronomie, les gens qui suivent un petit peu, qui sont pas complètement isolés dans leur coin, les gens sont au courant de ce projet-là, on a au minimum entendu parler, savent qu'il se passe quelque chose un peu étonnant, un peu vivifiant, quoi. Mais voilà, par contre, dès qu'on sort, quand on va aux US, quand on va en Asie, quand on va à tout ça, bon, il y a quelques personnes qui savent. Souvent, c'est des personnes qui sont francophiles, c'est-à-dire des gens qui connaissent, qui sont quand même pas loin de notre communauté. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas au courant du tout. Et dans ce cas-là, il faut effectivement construire un discours qui est assez différent de celui qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant pour faire grandir cette communauté. Et le dernier constat que je fais ici, pour moi, c'est vraiment très important, c'est la communauté qui fait ce succès. C'est-à-dire, c'est pas quelque part le nombre de kits qu'on a vendus d'un point de vue matériel, business, etc. On s'en fout un peu. Ce qui est important, c'est qu'il y a vraiment une communauté qui se construit autour de cet instrument. Christian, Valérie ont une présence énorme dans le projet qui fait évidemment le succès. Mais aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui prennent le relais. Aujourd'hui, il n'y a pas que Christian qui fait des super images du Soleil ou des spectres d'étoiles. Il y a beaucoup de gens qui ont franchi le pas et qui ont des résultats qui sont même très impressionnants. Et c'est le fait d'être en groupe, c'est ça qui est vraiment extraordinaire. Et je sais pas, j'imagine que vous avez conscience, mais je le dis quand même ici, on a une chance inouïe en fait de mener des projets comme ça. C'est quand même rare d'être capable de mener des projets à cette échelle-là. J'ai envie de dire, mais il va rougir. Mais on a une chance inouïe d'avoir un Christian dans la communauté parce qu'il apporte vraiment et un volume de travail et une compétence et un enthousiasme qui sont juste uniques, quoi. Mais on a aussi une belle communauté derrière et ce qu'on fait tous ensemble, c'est quand même assez incroyable, quoi.
Et voilà, et se dire qu'on fait des images comme ça ou les specs comme ça avec un bout de plastique et 3 bouts de verre, c'est juste incroyable et le monde nous l'envie, quoi. Alors pourquoi on met en place une nouvelle offre? Alors déjà, d'un point de vue très, très pragmatique et d'un point de vue très opérationnel, au sein de Sheliac, en fait, depuis qu'il y a la possibilité de basculer de Solex à Starex, et puis Starex haute résolution, puis basse résolution, etc., on a vu qu'on est rentré dans ce que j'appelle les comptes d'apothicaire, là où il y a eu beaucoup de commandes de gens qui disaient ah ben moi je voudrais juste la lentille comme ça, moi je voudrais juste le réseau, moi je voudrais juste la fente, et que ça c'est compliqué à gérer et pour nous et pour vous, c'est-à-dire dans la lisibilité en disant au fait il faut quoi comme référence, qu'est-ce qu'il faut que je commande, etc. Ça a été l'objet de beaucoup de messages et je pense que c'est certainement pas optimal, encore une fois, ni pour vous ni pour nous. Et donc, c'était un point de départ, en fait, de dire, là, on a un problème, il faut qu'on simplifie un petit peu. Il y a un autre constat qu'on a fait, c'est que bah, finalement, la plupart des gens qui avaient un Solex, qui ont démarré avec un Solex, et je recommande systématiquement de démarrer avec un Solex, qui sont passés au Starex, il y en a une grosse majorité qui finalement ne font pas une modification de leur Solex pour le transformer en Starex, mais se font un deuxième instrument, de façon à se garder le Solex opérationnel, enfin, des fois qu'il y ait un beau soleil un jour, quoi. Et là aussi, on avait un souci, c'est qu'avec, enfin, s'il fallait racheter les deux kits, du coup, là, il y avait des pièces en trop. Enfin, c'est ça qui conduisait à des comptes d'apothicaire et puis des difficultés de pratique, quoi. Il y a aussi un autre élément nouveau, donc c'est tout le travail qu'a fait récemment Christian sur l'optimisation des doublets objectifs, des doublets côté caméra en basse résolution, donc pour le visible et maintenant pour l'infrarouge, donc il y a une version pour l'infrarouge qui apparaît. Bah ça, de nouveau, ça remettait un petit peu de complexité supplémentaire dans la proposition et c'était bien de simplifier. Et donc, le dernier point, c'est que nous, on a vraiment très envie de communiquer à l'international et de promouvoir davantage ces trois produits que sont le Solex, le Starex haute résolution et le Starex basse résolution. Jusqu'à maintenant, je dirais qu'au sein de Sheliac, on se cachait un petit peu derrière la communication de Christian, en disant finalement, la communication a été faite intégralement par Christian au travers de son site web. Et renvoyé sur le site de Sheliac pour acheter des kits de composants optiques. Et c'est là où on se rend compte que nous, on a pas mal de clients qui viennent nous voir en disant mais c'est quoi ce truc-là? Enfin, les gens qui arrivaient sur les pages du site web de Sheliac concernant Solex et Starex avaient un peu du mal à comprendre de quoi il s'agissait. Et c'est là où, en fait, nous, on a reconstruit pas mal de choses et en commençant finalement par retailler cette offre-là, de façon à avoir des messages qui sont relativement faciles à comprendre. Et en gros, le changement principal, c'est qu'avant, on avait un kit Solex Starex avec avec un petit peu des options possibles, avec des variantes possibles. Et là, en fait, le changement principal, c'est que maintenant, on n'a plus un produit qui a des ramifications possibles, mais on a trois produits. Alors, il y en a un, c'est le kit optique Solex, pour faire uniquement un Solex. Il y a le juste nécessaire pour faire un Solex. On a un kit optique pour faire un Starex haute résolution, et qui, en fait, est proche du kit optique de Solex. On rajoute simplement les éléments pour faire le module de guidage. Et on rajoute aussi une fente large, donc qui permet de faire du Starex haute résolution sur un télescope un peu plus gros que sur une petite lunette qui sera utilisée plutôt pour le Solex. Donc ce deuxième produit, Starex haute résolution, correspond en gros au Solex qu'on avait avant, enfin le kit Solex qu'on avait avant. Donc le kit Solex permettait de faire un Solex et un Starex haute résolution. Là, on sépare dans la façon de présenter les choses, mais en gros, ce kit Starex haute résolution contient tout ce qu'il faut pour faire un Solex. Et au passage, enfin, globalement, si vous regardez les prix des différents kits, vous avez intérêt à aller directement sur le kit optique Starex haute résolution parce que en fait, il est moins cher que la somme des deux, du Solex et puis du kit complémentaire pour aller faire un Starex haute résolution.
Et puis le troisième élément, c'est un StarX basse résolution, qui finalement est lui assez différent du StarX haute résolution, même si la mécanique, l'instrument dans sa philosophie est la même, mais finalement, ouais, la fente n'est pas la même, le réseau n'est pas la même, le doublet n'est pas le même. Enfin, au bout du compte, il y a pas grand-chose de commun. Voilà, quand je dis la fente n'est pas la même, on a une fente très étroite pour le Solex en haute résolution, et la fente large, qui est plus adaptée pour faire du StarX d'une manière générale. Voilà, donc on a ces trois produits. Bon, vient de se rajouter, mais je ne veux pas trop complexifier ici, donc un petit kit complémentaire qui permet de passer de Solex à StarX haute résolution. Donc c'est pour rejoindre un petit peu ce qu'on avait avant. Et puis on a aussi du côté du StarX basse résolution un kit complémentaire pour faire de l'infrarouge. Ça, Christian nous en parlera tout à l'heure. Donc voilà, en fait, aujourd'hui, on a cette offre-là, et l'idée, c'est vraiment que des gens qui débarquent sur notre site web sans connaître ce projet-là, sans être passés par le site de Christian, par tout le projet communautaire, par les listes de discussion, par les comptes Facebook, tout ça, qui puissent comprendre un petit peu de quoi il retourne. On a écrit avec Christian un petit article qui décrit aussi donc qui est accessible dans la page d'accueil du site web, un petit article qui décrit ces différents kits. Hop. Donc, l'esprit, enfin, ce qu'on a essayé de mettre dans cette nouvelle offre, c'est donc on garde les prix les plus bas possibles. Alors là, je fais une petite parenthèse. Bon, j'ai déjà dit tout à l'heure, hein, c'est toujours trop cher, et puis on aimerait que ce soit moins cher, mais moi, je vois aussi le compte de résultat de l'entreprise. Et d'un côté, j'ai un grand cœur, mais j'ai aussi le besoin de pérenniser l'entreprise. Je vais juste, en fait, donc, et aujourd'hui, on augmente un petit peu les prix. Alors, le prix d'entrée du Solex est moins cher qu'avant, mais parce qu'il n'y a pas la partie guidage. Le Solex tel qu'on le présente aujourd'hui est un petit peu plus simple que le Solex tel qu'il était avant, puisqu'il n'y a pas la partie guidage. Mais donc là, ça veut dire qu'on a un prix d'entrée qui est un petit peu moins cher, mais globalement, sinon, les prix augmentent un petit peu. Je fais juste un petit crochet là-dessus. Bon, vous écoutez les infos comme nous. La situation, elle est pas facile en ce moment à gérer. On a principalement des difficultés du côté des prix d'achat, du côté des délais d'achat et du côté, ce qui est peut-être le plus stressant en fait, du côté de l'incertitude sur un certain nombre de délais de réalisation de pièces. Et il y a l'impression qu'il y a un peu toute la machine qui se dérègle là, et c'est assez stressant de gérer ces incertitudes en fait sur les approvisionnements. Alors il se trouve que pour Solex, on n'est pas trop affecté par. Alors on a eu des problèmes à un moment d'approvisionnement, hein. Vous avez dû voir qu'on a eu des problèmes de rupture de stock pendant quelques semaines, qui étaient dus à des problèmes d'approvisionnement. Ça maintenant c'est réglé, en fait on a plus de problème de stock. On n'a pas trop finalement de problème d'augmentation de prix parce que les composants sur lesquels on travaille, finalement il n'y a pas eu de changement énorme. Par contre, on se prend bien dans la figure l'augmentation du cours du dollar, qui lui a un effet très sensible. On a quand même des augmentations de prix sur les pièces mécaniques, mais il y en a peu en fait, puisqu'il s'agit de kits optiques. Voilà, donc il y a quand même ce contexte-là qui n'est pas facile, et malgré tout, donc on est dans une dynamique qui est super positive, et puis on a envie de développer ce projet-là, mais voilà, on a à gérer tout ça. Voilà, j'espère que de votre côté, vous ne voyez pas que le côté, bon, les prix augmentent. Si on fait ça, c'est qu'on essaie vraiment de serrer le plus possible. La deuxième chose que je veux dire là, c'est que pour moi, c'est important aussi dans les kits qu'on propose de jamais forcer. Il ne s'agit pas de faire ce qu'on appelle la vente forcée, hein, de dire ah bah, achetez le kit complet, etc. Donc vous pouvez toujours acheter le strict nécessaire et donc avancer à votre rythme. C'est-à-dire vous pouvez vraiment commencer avec uniquement le kit Solex. Vous aurez ce qu'il faut pour le kit Solex. Moi, je n'ai pas envie de gaspiller, je n'ai pas envie de vous vendre des pièces que vous allez mettre dans un coin puis que vous allez perdre. Et qui ne servent à rien. Et donc, on est vraiment dans cette logique on essaye de penser à tous les cas possibles. Alors, l'offre idéale, elle n'existe pas, hein, ça on l'a compris depuis longtemps, mais là, on devrait quand même couvrir la plupart des situations que vous rencontrez.
Et puis, je rajoute qu'on peut toujours fournir tout, enfin, c'est quelque chose qui me tient à cœur au sein de Sheliac, on peut fournir à l'unité toutes les pièces de n'importe quel de nos instruments pour de la réparation, pour du remplacement, pour faire vos propres bricolages et tout ça, c'est possible. Maintenant, ce qu'on veut vraiment éviter, c'est ce que j'appelle donc les comptes d'apothicaire où je veux une petite lentille comme ci, une petite lentille comme ça. L'idée, c'est vraiment que les kits, c'est avec les kits en fait qu'on arrive à tirer des prix qui sont intéressants. Donc, si vous achetez tous les composants à l'unité, ça reviendra forcément sensiblement plus cher. Mais c'est toujours possible, hein. Donc, si vous avez besoin d'un réseau, d'une lentille, ça arrive régulièrement que on casse, on fait tomber ou des choses comme ça. Ou alors vous avez envie de faire une variante ou tester un truc un petit peu différent, on sait faire tout ça. Et donc, vous avez dû voir passer aussi, si vous êtes bien informé, c'est-à-dire que si vous recevez notre newsletter, ce qui doit être le cas puisque vous êtes inscrit ce soir. On fait une offre à l'occasion des RCE, là, des rencontres du ciel et de l'espace à Paris, où on sera en fin de semaine, donc de 5% sur les kits Solex et aussi alors sur l'UX motorisé, si jamais ça intéresse certains d'entre vous, mais on n'est plus dans les mêmes gammes de prix là. Voilà. Et donc, passez nous voir, hein, Olivier l'a déjà dit tout à l'heure, vous êtes les bienvenus. Pour ceux qui connaissent, le stand sera toujours au même endroit, le stand numéro 33, en arrivant complètement au fond à droite. C'est un endroit où on se sent pas mal finalement, et puis on a pris un peu nos habitudes. Mais aussi parlez-en autour de vous, parce que du coup, il y a un coup à jouer là, à l'occasion de ce lancement, enfin, tout le buzz qu'on peut faire et que vous pouvez faire. C'est génial pour le projet, quoi. Donc, n'hésitez pas, parlez-en autour de vous. Dites bien qu'à l'occasion des RCE, il y a cette offre pour les gens qui seraient tentés de se lancer dans l'aventure de Solex ou de Starex. Voilà. Concernant la diffusion internationale, hein, qui, je redis, pour moi, c'est quelque chose d'important. Enfin, c'est quelque chose qu'on commence à porter. Au passage, d'ailleurs, un truc intéressant, c'est que depuis qu'on a fait l'annonce de ces nouveaux kits, de cette nouvelle offre autour de Solex, et donc on l'a fait au travers de notre newsletter, et donc on a touché nos clientèles plus large que simplement la clientèle francophone. Là, il y a pas mal la plupart des commandes qu'on a reçues ces derniers jours sont des commandes qui viennent de l'étranger. Et ça, c'est très chouette, quoi. C'est très sympa. Donc pour ça, enfin, on dit, on a un message qui est simple, on a 3 instruments qui correspondent à 3 kits optiques et qui ont chacun leur signature, qu'on décrit là dans l'article qu'on a écrit avec Christian. On va laisser passer un petit peu les RCE là, parce qu'on est dans le rush des RCE, mais quand on revient, on va faire un atelier Zoom en anglais qui pour moi serait vraiment un point de lancement, et j'espère qu'on arrivera à toucher beaucoup de monde à cet endroit pour parler de ces kits-là, sachant que je pense que là, il y aura beaucoup de gens qui seront curieux de dire mais qu'est-ce que c'est que ce là, on en entend parler, mais sans trop comprendre de quoi il s'agit. Donc là, on fera ça certainement j'espère d'ici fin novembre, je ne sais pas exactement, la date n'est pas fixée. Et puis, ce que j'ai envie de vous solliciter en disant, si vous parlez anglais, inscrivez-vous sur la liste Solex English, donc qui est la même que la liste de distribution Solex, mais en version anglaise. Et puis participer aux échanges, parce que je redis, ce qui fait le succès de ce projet, c'est la communauté, c'est le fait d'avoir de l'appui, de trouver des gens qui posaient des questions, et puis des gens qui vont avoir des réponses pertinentes parce qu'ils sont passés par ces questions il n'y a pas longtemps. Et le fait que vous puissiez participer, si vous êtes un petit peu à l'aise en anglais, franchement, c'est une vraie contribution au développement de ce projet. Et c'est le fait de en faisant ça, vous rendez possible le fait de passer à une échelle supplémentaire. Et au passage, si vous êtes déjà anglophone, je pense que vous le savez, mais dès qu'on rentre au niveau international, ça devient aussi encore plus fascinant. On met encore une couche de dimension, d'énergie et de possibilités supplémentaires. Voilà, j'ai terminé avec ma présentation. Je passe la main à Christian et je vous remercie. Éventuellement, s'il y a quelques questions, alors je n'ai pas vu le chat, là, je ne sais pas si tu as vu passer des choses, Olivier. Si vous voulez prendre, s'il y a des trucs qui ne sont pas clairs, on peut faire maintenant ou on peut faire après
la présentation de Christian. Non, pour l'instant, pas de questions particulières. Puis de toute façon, oui, mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, même au cours de la présentation de Christian, parce que comme ça, éventuellement, on pourra, on va dire, l'interrompre si la question est pertinente concernant le sujet qu'il est en train d'aborder. Donc, bah voilà, bah Christian, tu peux y aller. Alors, j'avais essayé de partager mon écran, ce qui n'est pas évident. Est-ce que vous voyez quelque chose là? Alors, pas encore. C'est embêtant. Tu n'as pas dû lancer le partage écran, Christian. Ouais, j'essaye, hein, ouais, je réessaye, hein. Mais je fais partage d'écran et ça ne fonctionne pas. Il faut que ta fenêtre en arrière-plan soit déjà ouverte. Ouais. Ah putain, ça marchait tout à l'heure. Ça me gave. C'est l'effet démo. Ouais. Désolé. Oui, rien. Bon, bah, c'est mal barré. J'écris, je tape sur partager, hein, d'accord. Oui. Je vois chez Partager, moi. puis là, tu as le choix de la fenêtre à Ouais, partager. ouais, mais je vois basique, avancé. Je fais desktop, par exemple. Vous ne le voyez pas. Je fais ça, je recommence. J'essaye. À ce moment-là, ce que tu fais, c'est que la présentation que tu as en arrière-plan, quitte-la et relance-la pour être sûr que la fenêtre soit bien affichée en arrière-plan. Ouais. Non, bouge pas. C'est pas vrai. Je ne comprends pas trop ce que tu me dis parce que j'ai Keynote qui est ouvert, en fait. D'accord. Et, euh, et j'appuie sur. Bon, attends, je vais essayer de fermer ça, partager. Ah, c'est bon, Oui, c'est bon, c'est bon, bon. on le voit. Ah oui, mais vous voyez tout mon écran, c'est ça? Oui, Oui, Est-ce que c'est clair là? ouais, c'est bon. Ok. Bon, on alors. voit Perry. Oui. Alors, bon, ouais, donc je m'excuse, je n'ai pas fait de transparence spécifique pour cette communication. J'ai simplement jeté de l'actualité des RCE et donc j'ai préparé mes transparents, mes slides pour les RCE. Là, vous avez le début de la présentation. Mais je ne vais pas vous faire la présentation des RCE parce qu'elle est un peu longue et un peu dense. Mais simplement pour vous dire qu'effectivement, la philo du projet, ça a été avant tout de passer de Solex à Starex, parce que bah, Solex, c'est une application intuitive très image, mais évidemment, là derrière, il y a l'idée de populariser la spectro, et ma foi, il y a eu pas mal de succès autour de ça, donc c'est plutôt sympa. Voilà. Dans le passage de Solex à Starex, bah, vous avez l'image sur l'écran. Elle est assez explicite, hein. On voit effectivement qu'on a une forme générale assez équivalente, mais il y a des choses qui sont ajoutées. Et ces choses ajoutées vont permettre de faire évidemment du stellaire plutôt que du solaire, donc de passer du Soleil aux étoiles. Et donc ce qu'on rajoute, vous le connaissez sans doute tous, mais c'est bon de le repréciser ici. C'est d'abord un module de guidage. C'est un petit cube qu'on met devant le Solex pour en faire un Starex. C'est presque la principale modification. Et on verra que ces éléments-là, maintenant, sont inclus en standard dans la configuration Starex. Et ces éléments-là disparaissent. Les éléments optiques, en tout cas, qui composent cette partie-là, ont disparu du module Solex. Donc, je redis ce qu'a dit François. Ça a permis de légèrement baisser les coûts et de simplifier un peu les choses. Après, un élément vraiment très important pour moi était la fente. C'est vraiment la porte d'entrée d'un spectrographe. Et c'est un élément vraiment central dans l'utilisation de ce type d'appareil. En fait, je dirais que ça fait presque 75% de la performance, la fente, mine de rien, ça ne paraît pas, mais c'est vraiment capital. Et donc, il était important de soigner cette affaire-là. Aujourd'hui, avec le kit Starex, il est proposé en fait en standard. C'est une vraie nouveauté, hein. La fente qui est ici, tout à fait en haut, vous avez différentes largeurs en fait, qu'on choisit en tournant la fente de 90 degrés, de 15 microns, 19 microns, 23 microns et 35 microns, plus même dans la configuration Starex, haute résolution, une fente de 10 microns qui vous permet en fait d'avoir encore plus de finesse, si vous voulez, avec les petits instruments.
Alors ça, c'est un vrai plus. Après, il faut investir dans une caméra de guidage, évidemment. Et il faut investir aussi, si vous ne l'avez pas déjà, mais beaucoup long, dans une caméra refroidie pour réaliser effectivement derrière des poses longues que nécessite quand même l'imagerie spectrale des étoiles, des galaxies, etc. Alors, je passe tout ça parce que ce n'est pas intéressant ici. Voilà. Ouais, un des éléments que je développe dans cette présentation que je fais lors des RCE, et j'en dis un petit mot là, c'est qu'on peut travailler son télescope avec un spectrographe. Donc, je montre quelques applications. Ça me paraît important parce que c'est une des caractéristiques de la spectrographie, c'est-à-dire qu'on peut vraiment se tester en dehors des étoiles elles-mêmes et de la contrainte d'un télescope, faire beaucoup de choses, beaucoup de travail sans télescope, sur table, ou comme là, en visant le ciel nocturne, et ça va vous permettre effectivement d'apprendre à utiliser l'instrument. Et aussi, il y a des applications extrêmement performantes et extrêmement utiles. On vous montre ici un petit truc, mais je ne vous le montre pas vraiment parce que je ne vais pas apprendre, c'est hors sujet, mais c'est la couleur du ciel en fonction du temps qui s'écoule, la lune, pas la lune, etc. On voit la pollution, on voit le dégât des LED. Et simplement pour introduire un mot que vous allez entendre parler, en fait, qui s'appelle PolX, comme Pollution Explorer. Alors, on connaît le Star Explorer, on connaît le Star Explorer. Maintenant, vous allez connaître le Pollution Explorer. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas un kit supplémentaire, encore que vous pouvez utiliser des réseaux moins dispersifs, 150 mm par exemple. Mais disons que l'idée là, c'est effectivement d'amener à prolonger le projet Solex, Starex, sur une application qui est un peu d'actualité aujourd'hui, qui est la pollution lumineuse, et qui est effectivement la surveillance du ciel nocturne au travers de l'analyse spectrale, cette fois-ci, avec une précision inégalée et des capacités de mesure beaucoup plus fines, et de vérifier effectivement que les sources qui sont en train de nous polluer, l'impact de l'extinction de la lumière le soir, etc. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont en devenir. Et franchement, c'est une activité qui pourrait être intéressante pour les star parties, pour les écoles, etc. C'est des applications très d'actualité, encore une fois, et qui peuvent vraiment intéresser le public à une sensibilisation à ça. Et puis aussi, c'est une application astro quelque part. Hein. Voilà. Bon, alors, je ne parle pas de ça, mais si, comme un tout petit peu. Vous avez vu qu'il est question de pommes, mais l'idée ici, c'est d'introduire quelque chose qui tourne autour de la spectrographie infrarouge. Alors, comme je l'ai dit, on peut très bien travailler de jour et faire des choses comme celle-ci, c'est-à-dire mesurer des objets un peu terrestres, comme des plantes, par exemple. Ici, par exemple, mesurer ce qu'on appelle le red edge dans une feuille, ici. Et ce sont des applications qu'on peut encore une fois faire au sol, qui nous amènent à utiliser des techniques de traitement de spectre assez basiques, mais qui sont assez fondamentales, qui peuvent faire des choses très intéressantes. Et puis, on peut vraiment s'amuser beaucoup avec ça et vraiment aussi intéresser un public élargi, ou vous-même d'ailleurs. Il y a plein de manips à faire. Hein. J'avais entrevu des choses précédemment. Mais ce genre de choses, c'est par exemple ici la valorisation de l'infrarouge. Et vous avez compris qu'il y avait un kit infrarouge qui était proposé aujourd'hui. En fait, moi, j'ai conçu ce kit aussi pour ce genre d'application, ou en tout cas les dérivés de ce genre d'application, qui peuvent nous amener par ailleurs à observer de la planète Jupiter, par exemple, et faire des spectres de Jupiter qui vont être intéressants, en particulier dans l'infrarouge. Donc, c'est quelque chose que je vais développer lors des RCE, que je montrerai. On pourra en parler si vous voulez un peu plus. Mais c'est pour vous dire que quand on fait un appareillage, comme celui-là, d'un Starex avec l'infrarouge, derrière, il y a une idée, hein, c'est l'exploitation qu'on peut en faire et l'ouverture que ça donne. Voilà. Donc, parce qu'on analyse la lumière sous toutes ses coutures et en particulier tout le spectre électromagnétique, enfin en tout cas accessible avec nos caméras. Donc, c'est tout à fait intéressant. Donc, je passe vite. Alors, on a ici clairement les deux configurations de base Starex. À gauche, la configuration dite haute résolution, HR. À droite, la configuration basse résolution, BR. On aurait dû d'ailleurs prendre plutôt un terme anglais, mais c'est pas grave. On va appeler ça comme ça, basse résolution pour le moment. Les optiques sont vraiment les mêmes, en fait. Enfin, la structure générale est la même. On retrouve une fente, on retrouve un collimateur ici, on retrouve un réseau, un objectif qui focalise
l'image sur le détecteur. Et vous connaissez la version basse résolution, qui est très voisine en vérité. Il y a même des éléments communs. On va dire que la fente est la même, on va dire. Le collimateur est le même. Par contre, il y a des changements au niveau de l'objectif de caméra, qui a une focale plus courte et un champ plus élevé. En gros, là, on est un petit que grand champ que l'on aurait si on voulait viser, par exemple, une planète avec une longue focale pour le détailler. Et puis ici, on a plutôt du grand champ pour couvrir un objet dans le ciel qui est beaucoup plus large. Donc, clairement, tout ça, et ça qui est très intéressant dans le projet StarX, c'est qu'on peut arriver avec tout ça à faire cet ensemble-là de manière assez complète. Et donc, c'est vraiment une des particularités en fait de StarX et de Solex par ailleurs. Alors, vous connaissez la forme un peu bizarre du spectrographe. Elle ne change pas entre les versions. Elle reste la même. On est dans un spectro très classique, hein, avec cette classicité, en fait, est aussi quelque part un atout parce que cette simplicité aussi permet de faire beaucoup de choses et d'être très souple dans l'usage. Voilà. Donc, du coup, effectivement, on peut proposer ici les nouveaux kits qui auraient été déjà présentés par François. Alors, vous allez reconnaître ici la partie Solex classique, hein, avec le réseau 2400 traits, les objectifs, le 125 mm, une fente de 10 microns, très fine pour bien détailler la surface solaire. En fait, ici, il n'y a rien de nouveau, hein. C'est tout à fait le même kit. Que vous ayez construit déjà votre Solex ou que vous voulez en construire un nouveau, il n'y a absolument aucune différence par rapport au temps qui passe. Mais on a prévu quand même une petite extension au cas où vous voulez partir de Solex pour en faire un StarX haute résolution, en ajoutant la fameuse fente que j'ai présentée tout à l'heure avec ces fameuses largeurs 15, 19, 23, 35 microns, qu'on va sélectionner en fonction, pour beaucoup, de la focale du télescope, de la dimension du télescope qu'on a, et puis les éléments pour fabriquer effectivement le petit cube de guidage que j'ai montré aussi tout à l'heure. Bon, mais la vraie nouveauté, c'est effectivement la séparation en clair entre Solex et maintenant StarX au travers de deux colonnes ici, la haute résolution et la basse résolution. Alors en haute résolution, on retrouve un réseau qui est le même que celui pour Solex, 2400 traits, on retrouve des choses assez communes. Mais la nouveauté est évidemment maintenant l'intégration des éléments pour fabriquer un système de guidage, qui est assez simple, hein, c'est un petit miroir tout petit, mais voilà, qui vous permet de réaliser cette opération de guidage avec un petit 3D qu'on fabrique, et puis de doubler aussi pour fabriquer une image du champ que l'on veut viser et pour guider. Et puis, là, encore une fois, cette fameuse fente ici qu'on retrouve ici. Alors, remarquez bien qu'il y a, ça c'est bien, je trouve, dans StarX HR, à la fois la fente à multilargeur, mais aussi on a conservé, au cas où vous voudriez faire du soleil, peut-être avec cet appareil-là, la fente de 10 microns. Et on a aussi, j'ai personnellement un intérêt là-dessus parce que ça permet aussi de valoriser la spectrographie stellaire avec des tout petits télescopes, tout petites lunettes, hein, genre des 72 ED, 80 ED, enfin cette famille de lunettes est particulièrement valorisée avec ces fentes-là qui sont utilisables dans ce contexte-là. Après, on a la basse résolution. Alors, la grande différence, en fait, c'est l'utilisation d'un doublé qui a été, alors, qui est ici, en fait, et qui est un doublé qui permet de faire, alors, je veux le préciser, mais je le dirai dans le transparent suivant, que la partie collimation est la même, mais le doublé a changé. C'est une des nouveautés de l'offre qui est faite là. Bon, c'est un doublé légèrement optimisé. On va voir pourquoi et ce que ça donne derrière, hein, enfin, de manière succincte. Et donc, ça fait partie de l'intégrante aujourd'hui de cette version basse résolution. Voilà. Et puis, on va retrouver, évidemment, c'est toujours indispensable, parce que j'ai dit là, j'en ai donné la criticité, hein, la fente qui est ici. Voilà. Et puis, et un réseau de 300 traits. Donc, il y a vraiment un gros découplage entre les deux, à deux niveaux, en fait, au niveau de la dispersion du réseau, hein. 2400, 300 traits, ça fait une grosse différence. Et puis au niveau de la focale de l'objectif qui est devant la caméra, c'est en gros, d'un côté, utiliser un téléobjectif et de l'autre côté, utiliser un objectif à courte focale. Et puis donc, il y a une déclinaison dont j'ai montré tout à l'heure très succinctement quelques résultats finalement, mais vraiment succinctement, qui permet de travailler dans l'infrarouge. Alors, la particularité de l'infrarouge, en fait, c'est qu'on est dans la même configuration que la basse résolution. Mais on a droit à avoir un réseau qui ressemble au celui du visible, en fait, mais
qui a une efficacité de diffraction, c'est-à-dire une capacité d'envoyer de la lumière plus fortement dans l'infrarouge que dans le visible. C'est ce qu'on appelle le BLAS, hein, ici. Donc, ici, il est optimisé pour 1 micron. Ici, il est optimisé pour la version basse résolution visible à 500 nanomètres. En gros, le milieu du spectre visible. Bon, en vérité, 1 micron, ce n'est pas tout à fait vrai parce que comme on utilise sous une incidence, c'est un peu décalé vers le bleu et on va dire que l'optimum est plutôt autour de 800 nanomètres. Et puis, on a aussi un élément important, mais qui est fourni en standard, qui est un filtre, un filtre d'ordre, qui permet de découpler, cette fois-ci, le spectre infrarouge normal, qui suit le spectre visible, dans les grandes longueurs d'onde, mais lui enlever en fait une partie pollution qui est l'ordre 2 en fait, du spectre visible qui se fasse mélanger dessus. Donc en fait, c'est un filtre de coupure, c'est indispensable parce qu'on utilise des réseaux. Et donc en gros, ça permet vraiment d'isoler la partie infrarouge du spectre et de l'isoler par rapport à la partie bleue et verte du spectre. Voilà, donc ce filtre est fourni en standard. Il y aura un petit STL qui vous permettra de fabriquer, il existe déjà plus ou moins d'ailleurs, un petit tiroir qu'on met devant la fente, qu'on glisse, et qui permet de mettre ce filtre-là devant la fente, donc c'est interchangeable rapidement. Bon, vous pouvez faire le montage que vous voulez finalement par ailleurs. Et puis on a un doublé ici, un nouveau, qui n'est pas le même que celui de la version visible, là, qui est légèrement différent. Et évidemment, vous l'avez compris, puisque les deux fonctions sont bien distinctes, ce doublé a été optimisé plutôt pour l'infrarouge. Voilà. On a ici la composition des kits de manière un petit peu plus détaillée, avec à gauche, en fait, ce qui existait avant, ici, c'est-à-dire quand on est en basse résolution, en gros, un objectif qui fait une focale de 80 mm et qui était commun à toute la partie optique de l'instrument, à savoir qu'il était commun au collimateur, mais qui avait la fonction aussi, je le dis, de caméra ici. Et donc, il avait une grosse tâche, si vous voulez. Alors, j'ai particulièrement calculé pour que ça marche bien dans toutes les situations, de manière assez correcte. Et il faut reconnaître que la version de base de Starex en basse résolution est déjà assez correcte en soi. Mais vous avez compris que c'est une gymnastique un peu subtile quand même, parce qu'on comprend bien qu'optiquement, la fonction n'est pas tout à fait la même. Et donc, faire la même chose pour des fonctions un peu différentes, c'est des compromis et ce n'est pas toujours idéal. Alors, du coup, j'ai pu travailler avec Cheliac pour réaliser plutôt une optimisation bien distincte entre, d'une part, la fonction de collimation ici, donc un objectif qui est particulier pour ça, mais en fait, c'est l'ancien, il n'a pas changé. On retrouve la même référence ici. Alors ça, c'est très important parce que si vous voulez aujourd'hui vous équiper de la nouvelle version finalement des objectifs, vous n'avez pas besoin de régler la partie collimation, elle est toujours la même. Que vous ayez un Solex, que vous ayez un Starex, tout est pareil, il n'y a rien à faire, c'est la même chose, rien de changé. Ce qui va changer, c'est uniquement la partie objectif de caméra ici, où là, on va retrouver un objectif différent du collimateur cette fois-ci, avec donc toujours une focale de 80 mm, mais des rayons de courbure différents, des épaisseurs un peu différentes. Et donc, deux objectifs, un pour le visible et un pour la partie infrarouge. Alors, pour la petite histoire, ces objectifs se distinguent les uns des autres. Il ne faut pas les mélanger, en fait, parce que, bon, quelque part, quand on a les bouts de verre dans les mains, on se dit, oui, mais attends, je viens de mélanger, je n'en sors plus, je ne sais plus reconnaître. En fait, vous voyez, j'ai fait en sorte que les épaisseurs de verre au bord, ici, ne soient pas les mêmes. Et donc, du coup, on sait reconnaître, par exemple, l'objectif collimateur très facilement de l'objectif visible. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, parce que je suis sûr qu'il y aura des questions qui seront posées par rapport à ça. C'est plus subtil pour l'objectif infrarouge, qui est très voisin de l'objectif visible. En fait, il y a une épaisseur légèrement différente sur les bords. Enfin, il est un peu plus lourd, de l'ordre de 10-20 grammes. Donc, si vous avez une balance de précision, vous pouvez le peser et on peut aussi faire la différence. Mais enfin là, il faut éviter de trop mélanger. Et si on est vraiment à l'œil de compas, on peut aussi les distinguer. Mais à la balance, ça marche en fait. Voilà. Mais alors voilà, l'élément important, c'est que on a bien séparé la partie collimation de la partie visible, ce qui est pour l'opticien idéal parce que ça permet de réaliser une optimisation beaucoup plus fine, ce qui est écrit ici. Alors, je rappelle, c'est important, que pour la haute résolution,
pour Solex et pour Starex haute résolution. Tout ce que je viens de parler là, c'était la basse résolution. Hein. Il n'y a aucun changement. Hein. On est vraiment dans la conformité. Et ça, j'y tiens beaucoup parce que il y a une chose qui est cruciale pour moi dans le projet Solex, c'est qu'il y a une constante. Je n'ai pas envie qu'on modifie. Vous avez remarqué d'ailleurs que le schéma mécanique est resté le même depuis le début. Et il va rester le même, je pense. Alors, il y a des petits ajouts hein, éventuellement, mais ça reste la base la même. Et on peut bricoler dessus. On peut solliciter ça d'ailleurs, il n'y a pas de problème. Mais au niveau optique en particulier, Solex reste le même. Vous ayez investi à une époque, c'est le même investissement aujourd'hui. Et pour la haute résolution, c'est pareil. L'objectif qui est devant la caméra, qui est une focale de 125 mm, reste strictement identique. Donc rien de nouveau de ce côté-là. Tout se concentre sur la partie basse résolution. Alors justement, en basse résolution, le problème, c'est que c'est difficile au niveau optique parce qu'il faut que l'objectif soit bon dans le rouge, dans le vert, dans le bleu et voire même un petit peu dans l'ultraviolet. Ce qui est compliqué quand on a une configuration optique aussi basique que celle-là. Alors, elle est basique parce que d'une part, il a fallu réduire les coûts. Il a fallu être basique aussi parce que ce n'était pas la peine de faire des complications inutiles. Il a fallu trouver des jolis compromis. Bon, je pense qu'on l'a plus ou moins trouvé aussi au niveau performance et au niveau technique. Mais donc, on n'a pas nécessairement beaucoup de liberté. Mais quand même, le fait d'avoir amélioré un petit peu cette partie-là, ici, en séparant les fonctions, a légèrement amélioré effectivement le spectre, c'est-à-dire que la difficulté, c'est d'avoir une focalisation identique dans le bleu, le rouge, le vert, et même un petit peu l'ultraviolet. Ici, je vous montre un exemple, ici, avec un spectre d'étoile chaude. Hein. Ici, bon, voilà, une étoile. Observé avec un Richter chrétien de 10 pouces ouvert f/8. Et quand on analyse le spectre, alors ici il y a deux contrastes, hein, il n'y a que la partie bleue et la partie ultraviolette qui est ici, on a quand même une qualité qui est intéressante, jusqu'à disons 3750 nanomètres, angstrom, pardon. C'est pas l'UV profond. L'UV profond, c'est uniquement pour un spectrographe comme UVEX, par exemple, comme son nom l'indique. Donc attention, on n'aura pas nécessairement cet accès-là. D'autant plus que derrière, il y a des verres ici qui vont couper le rayonnement. En gros, les verres ils sont transparents, mais jusqu'à un certain point, et en particulier dans l'UV, dans l'ultraviolet, ça devient des filtres opaques. Hein, donc, ils s'arrêtent, en tout cas, plus ou moins suivant la qualité du verre ou le type de verre qu'on utilise. Mais on va dire que pour Starex, au-dessous de 3650 angstrom, on n'a plus grand-chose qui passe. Hein, donc, il ne faut pas rêver. Mais disons que ça, c'est quand même déjà intéressant. Alors, pour moi, l'objectif principal ici était quand même d'attraper les raies HK du calcium le mieux que l'on peut. Je n'étais pas entièrement satisfait de la configuration initiale ici, même si ça marchouille, hein, ça marche, et en particulier avec des télescopes un peu fermés. C'est plus difficile avec des télescopes ouverts, genre f/6. Et donc, j'ai voulu faire cet effort-là. C'est un bon exercice pour moi, mais en même temps, je trouve que ça en vaut la chandelle parce qu'autant utiliser un matériel satisfaisant pour soi-même et pour les autres. Alors, rassurez-vous, si vous avez l'ancienne formule ici avec cet objectif unique, ce n'est pas la catastrophe, hein, ça ne va pas donner non plus nécessairement une horreur, mais disons qu'il y a toujours un petit sel supplémentaire que je recommande parce que c'est grosso modo effectivement une homogénéité du spectre que je trouve plus facile, hein, qui est mieux maîtrisée. L'effet latéral de ça, un peu marginal de ça, c'est que globalement, quand on a un spectre de qualité fin et correct sur un ensemble spectral assez large, en général, le spectrographe s'utilise plus facilement parce qu'on a moins d'état d'âme sur la focalisation, c'est-à-dire on focalise le bleu, le rouge, on ne sait pas trop où on est. Globalement, c'est plus facile à utiliser. Ce n'est pas un élément nécessairement négligeable. Mais alors attention, hein, il a mis un gros warning en bas ici. Vous n'allez vraiment exploiter cette nouvelle configuration ici que si vous avez par ailleurs un télescope qui dit achromatique. Alors évidemment, si c'est un télescope à miroir, il est par définition achromatique, c'est-à-dire qu'il ne va pas disperser la lumière, il ne va pas envoyer des rayons dans une direction différente suivant qu'ils sont bleus, rouges ou verts. Par contre, ce n'est pas du tout la même histoire si vous avez une lunette astronomique. Alors, par exemple, en haut, vous avez ici, cette partie-là,
un spectre d'étoile, c'est la même étoile en haut et en bas, mais ici c'est une étoile, je crois bien que c'est un bêta de la grande ours. Eh bien, vous avez ici un spectre dans le bleu toujours, on voit les raies de Balmer ici qui s'approchent, qui se resserrent. On va s'approcher de ce qu'on appelle la limite de Balmer qui est sur la gauche. Eh bien, on voit que le spectre en haut ici est fait avec un petit Max-Sutov 127 mm. Ce n'est pas un télescope hyper achromatique, parce qu'il y a un ménisque devant, mais c'est quand même très, très bon. Et on va dire que c'est un télescope achromatique, hein, d'accord. Et en bas, vous avez le drame, en fait, lié à l'usage d'une lunette, ici, une Eostar 100ED, en parenthèse, vendue comme apochromatique, sous-entendu achromatique puissante, mais en vérité, c'est bas de gamme, on va dire, malgré tout, dans le domaine. Et le résultat, c'est que ce n'est pas le spectro qui va limiter votre qualité image, finalement. Ce n'est pas l'optimisation qu'on a ici, ou voire même celle-là d'ailleurs, mais c'est la lunette elle-même qui, en fait, focalise les rayons différemment sur l'entrée de la fente en fonction de la couleur et de manière très dramatique, parce qu'on voit ici un effet de dispersion. En fait, c'est une défocalisation hein, dans l'ultraviolet, et même qui commence dans le bleu. Moralité, que vous ayez ici un objectif optimisé ou pas, vous ne verrez pas la différence, c'est la lunette qui va faire le blocage en quelque sorte. Donc attention, tout ça c'est bien, mais parce qu'on va utiliser un télescope adapté à l'observation en basse résolution. Et là, c'est un discours que j'ai assez souvent qui dit attention, la basse résolution, c'est plus difficile que la haute résolution parce que notamment, il y a cette contrainte sur l'optique hein, des télescopes. Il faut un très bon télescope, enfin, il faut un vrai télescope finalement. Alors, on peut utiliser les Max-Sutov, qui sont des télescopes compacts. On peut utiliser des Schmidt-Cassegrain aussi. Mais en tout cas, les lunettes, attention à ça. Et comme souvent, quand on débute un spectro, bah, on se retrouve avec une lunette. Puis on va dire, on va faire de la basse résolution. Eh bien, on se retrouve avec des problèmes de ce type-là. C'est un peu dommage. Ce n'est pas inutilisable, mais c'est dommage. Alors, pour la petite histoire encore, cette fameuse lunette, c'est un ED qui donne vraiment une image très dramatiquement mauvaise par rapport à un petit Max-Sutov ici. On va dire que les diamètres sont identiques, hein, à peu près, hein, d'accord. Hein. Par contre, elle est très bonne dans le bleu, enfin dans le rouge. Et donc, c'est pour ça que je dis, attention, la haute résolution, c'est sympa. Et si vous avez ce type de lunettes pas chères, concentrez-vous plutôt sur la haute résolution parce que l'ARIH alpha, par exemple, sera beaucoup plus nette avec cette lunette-là, alors qu'en basse résolution, l'exigence est telle que ça peut poser un vrai problème, comme on le voit ici. Alors, un exemple ici, on est avec un télescope, on est à l'OHP, on est cette année, en fait, au mois de fin juillet, début août, on est dans la Star Party qui se déroule chaque année à l'OHP. Et là, on teste actuellement, là, à ce moment-là, le prototype qu'on vous propose aujourd'hui en kit par Cheliac, avec les nouvelles optiques. Donc. Et on est ici avec un Celestron 8, avec donc la Starex basse résolution, le réseau 300, enfin tout ce que j'ai montré tout à l'heure, la forme de 23 microns ici, à l'occurrence, adaptée à la focale de ce télescope, qui est de 2 mètres à peu près, enfin qui est de 2 mètres. Et puis aussi, donc, le nouvel objectif optimisé. Et on voit ici un spectre de Vega, bon, une étoile bien classique, tout le monde connaît bien en été, évidemment, et qui est un bon standard. Et on voit que le spectre, alors je vous avais annoncé tout à l'heure une limite à 3750 Angstrom pour la qualité raisonnable de l'image. On est à F sur 10 ici. On va dire que c'est effectivement autour de ça qu'il faut se positionner. Et donc, on voit ici l'arrêt du calcium ici. En fait, c'est l'arrêt K du calcium ionisé 2 fois. Et on voit ici, une fois, pardon, et on voit ici, en fait, qu'elle est assez nette, avec évidemment le fait que c'est une basse résolution, bien entendu. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est l'homogénéité du spectre globalement ici. Voilà, donc ça, c'est quand même assez intéressant. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré les spectres infrarouges, hein, donc on peut prolonger ici. Et je vous ai montré de manière assez subliminale, en fait, que ça donnait des choses intéressantes aussi, qui sont vraiment performantes dans l'infrarouge, avec un sujet astronomique peut-être un petit peu différent, mais qui reste tout à fait intéressant. Alors voilà, en gros, ce type de résultat m'a conduit à penser que c'était quand même intéressant de proposer cette option-là aujourd'hui avec Cheliac à la communauté pour éventuellement upgrader son Starex, basse résolution, éventuellement, je dis bien, et encore une fois, ça dépend de la configuration optique que vous avez au niveau du télescope ou de la lunette, ou alors aujourd'hui, un standard bénéficier de cette solution-là. Voilà.
Voilà. Et puis, bon, ah oui, alors, bon, un petit mot sur quand même une nouveauté aussi, parce qu'elle a été un peu décrite par ailleurs dans les messages, mais on a mis aussi un point d'honneur à apporter des améliorations au niveau du logiciel de traitement. Et quelque part, ça fait partie de la recette du succès, quelque part, puisque si on regarde Inti, par exemple, qu'a écrit Valérie Denou pour Solex, on voit bien que ce couple-là, c'est l'élément déterminant pour la bonne diffusion et le côté agréable d'utilisation de cet instrument-là. Bon, je ne dis pas qu'on fait la même chose pour la Spectro, mais on s'en rapproche. C'est pour ça que ça s'appelle Spec Inti. Mais sachez que là, on est dans un domaine que je ne vais pas décrire du tout parce que ça prendrait trop de temps. Mais je vous recommande, il y a des messages et de lire la documentation éventuellement. Alors franchement, c'est une rupture parce que vous n'allez pas être habitué tout à fait à utiliser des logiciels comme cela. En fait, je n'ai presque jamais vu dans la manière de l'exploiter, de le traiter, de piloter, si vous voulez, le logiciel. Hein. Mais on y trouve beaucoup d'intérêt, avec en particulier une grosse séparation entre la partie interface et la partie calcul, et aussi une forme qui vous permet derrière, une fois que c'est un peu au point, que vous avez une solution stabilisée au niveau de votre configuration instrumentale, de traiter vos spectres de manière extrêmement efficace, rapide, à un simple clic sur le petit bouton qui s'appelle exécuter ici, et je vous garantis que ça marche pas mal. Voilà. Voilà, donc oui. Puis un petit mot aussi, parce que c'est un peu couplé quand même à ça, c'est que derrière, on a aussi des moyens d'observation aujourd'hui qu'on essaie d'améliorer dans le sens où ça fait partie un peu de la recette générale, d'améliorer au niveau du fait que un des gros obstacles de la spectrographie, hein, qui fait un peu peur, de manière générale, dès qu'on utilise des caméras électroniques ou des appareillages, même photographiques, c'est l'étalonnage. Et l'étalonnage spectral ou radiométrique sont des choses qui aujourd'hui ne doivent plus être faites, de mon point de vue, de la même manière qu'on le faisait il y a 10 ans, en économisant de l'argent dans les systèmes, en étant efficace quand même encore, et bien sûr en simplifiant l'usage, parce que au fur et à mesure que la spectrographie va se populariser, et François en a parlé des actions qu'il y a à faire autour de ça, et puis Cheliac milite et travaille depuis longtemps dans cette optique-là, eh bien, il faut quand même essayer d'amener les gens à ne pas être trop découragés devant trop de techniques. Et donc, on utilise des fibres optiques, par exemple, c'est très moderne et ça marche bien, ou des choses vraiment très, très faciles. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire au niveau du kit et de ce que l'on peut faire. On peut répondre à vos questions, bien sûr, parce qu'il peut y en avoir autour de tout ceci. J'arrête le partage sur mon écran. Je vais essayer. Donc, on peut peut-être répondre déjà à une première question qui est passée sur le chat, là, la dernière question. Elle s'adresse à toi, Christian. C'est Oui. question, est-ce que SpecInti et SpecInti Editor seront-ils bientôt open source pour accepter des contributions? Je l'attendais celle-là. Oui, c'est une bonne question. Une question importante. Écoutez, oui, un jour, mais pas aujourd'hui. Je vous explique pourquoi. C'est parce que c'est un programme très, très jeune. En fait, il a été écrit au fil de l'eau, si je puis dire. En fait, il a été écrit pour donner l'histoire un peu des choses. Il y avait un programme qui s'appelait ISIS, enfin qui s'appelle toujours ISIS, et qui est efficace et qu'on va soutenir encore malgré tout, et qui est très général. Bon, après, il y a d'autres programmes comme Visual Spec qui sont plutôt spécialisés dans l'analyse des spectres, en l'occurrence. Mais ISIS avait un fond de traitement basique, on va dire du pré-traitement. Après, je me suis aperçu que c'était un logiciel un peu compliqué. Je n'aime pas trop j'aime pas trop les interfaces complexes. Beaucoup de boutons, tous ces trucs-là m'énervent un tout petit peu, hein, je ne vous cache pas. Et Dieu sait si on m'envoie des choses, notamment dans le traitement d'image. D'ailleurs, je n'ai jamais pu m'y faire parce que c'est un peu l'enfer. Moi, j'aime bien la ligne de commande, un truc comme ça. Ceux qui me connaissent bien le savent. J'ai trouvé ça beaucoup plus efficace. Alors après, j'ai essayé d'épurer ISIS en faisant un iSpec. Pour différentes histoires, malheureusement, je n'étais pas non plus très content, c'est-à-dire que je voulais simplifier l'interface. Et puis, assez récemment, finalement, on est passé sur le concept SpecInti.
Donc, je vous décris cette histoire-là pour vous dire que c'est tout récent, en vérité, hein, d'accord? Alors, c'était notamment, pour aussi l'histoire, c'est François Cochat, Olivier Garde qui est un peu responsable, hein, qui est à l'écran, en fait. Parce que Olivier, il se trouve qu'il fait un truc génial avec sa petite équipe TwoSpot. Il travaille sur un télescope qui se trouve au Chili, en remote, et il avait un problème de traitement automatisé de ses spectres qui sort de ce télescope qui est très loin et qui travaille comme un robot, si vous voulez, sur les étoiles et qui fait des spectres. C'est une première d'ailleurs, en parenthèse. Ça a posé un problème intéressant. Bon, il se trouve qu'on dialogue beaucoup ensemble, on se connaît bien. Et moi, j'y ai trouvé une opportunité. D'abord, rendre service à Olivier et l'équipe TwoSpot en créant un logiciel en Python, en fait, qui peut être un élément de cette chaîne de traitement à distance. Mais en même temps, je me suis dit, oui, mais bon, si ça marche en automatique, c'est complètement génial. Et en même temps, pour la Spectrum 2.0, dont je parlais à l'instant, quelque part, c'est très valorisé, c'est très intéressant. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Du coup, voilà, donc l'histoire, elle est un peu là, c'est-à-dire qu'il y a eu un besoin. Moi, j'ai rebondi sur ce besoin-là et on a travaillé sur cette question-là. Voilà. Et donc, il y a un son en parallèle, mais… Ah, c'est bon, j'ai coupé. OK. Et donc du coup, c'est une histoire récente. Et alors, là, j'ai sorti la version 2 tout récemment, qui est une vraie… enfin, il y a des améliorations dedans, internes, mais vraiment internes, quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement très visible vu de l'extérieur. D'ailleurs, vous l'avez compris, l'interface est vraiment simplifiée. Donc, c'est difficile de voir des différences au niveau du look du logiciel. C'est tout à fait volontaire. En parenthèse, le concept est fait de telle manière que vous puissiez vous-même créer votre interface, hein, d'accord, si vous en avez besoin. Et là-dessus, par contre, il y a de quoi agir. Hein, c'est-à-dire que sur la partie interface, c'est-à-dire la manière de commander le logiciel, de rentrer les paramètres du logiciel, là, il y a une totale liberté. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez faire du Windows, high-tech et tout ce que vous voulez. Et intégrer ça dans un autre logiciel si vous voulez aussi. Ce qu'a fait un petit peu d'ailleurs l'équipe TwoSpot dans une certaine mesure, hein, avec Mathieu Delin, qui est aussi en ligne. Et donc, vous pouvez vraiment travailler dans cette partie-là. Le code dur, qui est les fonctions de traitement, aujourd'hui, elles ne sont pas publiques, c'est clair, mais parce que c'est un énorme travail. Vous ne vous rendez pas compte, mais faire StarX, tester, faire du logiciel, faire de la com, c'est un boulot énorme. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est incompatible avec l'idée que je pourrais vous aider pour améliorer tout ça. Mais pour l'instant, je trouve que ce n'est pas assez mature pour le lâcher dans la nature. Voilà, donc c'est une longue réponse à une question qui, je sais, va se poser, mais j'attends quelques mois au minimum pour documenter proprement le code, en faire quelque chose de propre, et puis j'ai des gens autour de moi qui peuvent m'aider autour de ça aussi quand même. Et donc, on va essayer de faire un truc sympa. Sachez aussi quand même que SpecInti, en fait, c'est SpecInti Editor, mais il y a SpecInti tout court, qui est une bibliothèque où vous pouvez encore une fois appeler de l'extérieur et vous en servir pour traiter les spectres. Après, les fonctions peuvent être documentées, elles seront d'ailleurs. Rassurez-vous, ça va devenir sûrement un truc libre un jour, mais je sais très bien ce qui se passe quand c'est libre. On perd le contrôle, mais à la limite, c'est très bien. Mais c'est dur à gérer. Voilà, enfin, c'est mon opinion. Je ne suis pas encore habitué à ça. Et de manière, en tout cas, claire aujourd'hui, ce n'est pas assez mûr. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais voilà. Ok, j'en ai une autre question mais qui n'a rien à voir avec SpecInti, une question qui concerne l'Alpi 600. Donc nous avons un Alpi 600 dans notre établissement. Quelle performance le Star X offre en plus par rapport à l'Alpi 600? Je peux répondre éventuellement, ou François, mais l'Alpi 600 est un très bon spectro qui est vraiment intelligemment fait dans le sens où il est vraiment très spécialisé pour ce qu'il veut faire. Ce qui était une difficulté avec StarX et Solex, puisque vous avez compris que c'était un instrument beaucoup plus divers. Il y avait beaucoup de choses à faire en même temps et c'est jamais facile. Un instrument qui est moins spécialisé peut être moins optimisé. Et justement, l'idée de faire l'amélioration qui existe aujourd'hui dans StarX, donc le fameux kit, m'amène à une performance qui s'approche beaucoup de celle de Alpi 600, en fait, si vous voulez. Voilà, je peux répondre. Quelque part, aujourd'hui, on a une sorte d'égalité.
Maintenant, attention, ça c'est la performance, et encore une fois, j'ai mis des warnings au niveau du télescope, etc. Maintenant, un spectro, ce n'est pas qu'une performance brute au niveau de la qualité du spectre, mais c'est aussi un environnement, c'est un système. Et donc, vous pouvez imaginer que l'LP600 a des performances quelque part de ce côté-là, de celle d'un StarX au niveau de la compacité, c'est du métal, etc., etc. Donc, il y a quand même. Donc, c'est très difficile de dire si un spectro est meilleur que l'autre. Ça, c'est vraiment très, très compliqué. Bon, il se trouve que moi, j'utilise beaucoup les StarX. Alors, je dis les parce que j'en ai 2 ou 3 derrière moi, là, avec du visible, infrarouge, etc. Mais j'étais aussi puis bon, je suis très impliqué dans l'ALPI aussi, et ça reste un excellent spectrographe par ailleurs. Donc, si vous avez un ALPI par ailleurs, ma recommandation, c'est de vous en servir, bien vous en servir, il y a du potentiel, et puis allez-y, quoi. C'est un très bon investissement, et donc ne cherchez pas nécessairement à fabriquer un StarX basse résolution pour essayer de le supplanter, à moins d'aller chercher des choses un peu particulières, genre l'infrarouge éventuellement, qui n'est pas nécessairement du domaine de l'ALPI, par sa conception très rigide. Mais sachez qu'avec un StarX, vous avez plus de choses à faire, bien entendu. Vous avez compris la modularité des focales, des fentes, etc. Voilà. Ça, et puis la facilité de changer la caméra, mais qui existe aussi dans l'ALPI. Voilà. Donc, ALPI, très bien. Voilà. Alors, une autre question, mais là, ça faisait rapport comme tu n'as pas dû consulter ce qu'il y avait sur le chat, Christian, Ouais. il y avait une question qui était avant, qui concernait, en disant, mais pourquoi sur un Starex basse résolution, on a 2 fois la même lentille que 80 mm de chaque côté, alors que sur le Starex, que sur le Solex, on a une lentille de 125 et une lentille de 80. Et donc, voilà, quels sont les avantages et quel est l'avantage d'avoir un rapport 1-1, en fait, dans le Starex? D'accord. Ouais, c'est une grosse question. J'essaie de répondre vite. Euh, euh, on pourrait débattre là-dessus d'ailleurs. Mais en disant que l'idée dans le Solex avait cette asymétrie, une focale de 80 mm au niveau du collimateur et 125 mm au niveau de l'objectif, est une formule d'ailleurs anachronique et jamais recommandée. Qui ne devrait pas être recommandée, en fait. Voilà. Dans le sens où, en général, c'est plutôt l'inverse qu'on fait. C'est-à-dire, on prend une focale longue pour le collimateur et une focale courte ou au moins égale pour l'objectif de caméra. Là, j'ai fait l'inverse. C'est-à-dire que j'ai fait pour le Solex une chose un peu particulière. Mais c'est lié à des choses un peu compliquées qui sont liées à des problèmes optiques purs. Alors, je ne pense pas qu'on ait vraiment trop la possibilité d'en discuter, mais sachez que le fait qu'on ait un réseau de 1400 traits dans le Solex et qu'on utilise avec une incidence particulièrement importante avec les rayons et puis qui part dans une autre direction après derrière, eh bien fait qu'on a ce qu'on appelle un phénomène d'anamorphose qui fait que la fente, au lieu de faire 10 microns sur le détecteur, en fait, elle fait pratiquement la moitié, on va schématiser, on va dire 5 microns. Et du coup, on se retrouve avec un problème assez sérieux lié aux caméras qu'on utilise aujourd'hui, et même le panel des caméras qui sont disponibles, qui faisait qu'on sous-échantillonnait le spectre solaire, en fait, si vous voulez. C'est-à-dire que finalement, la limite ne venait pas du spectre lui-même, mais venait de la caméra qui avait des pixels trop gros. Et quelque part, c'est ça qui faisait que donc c'est vraiment un savant, un calcul fin que j'ai pu faire, tout à fait au début, sur le fait que il fallait augmenter la focale pour avoir un spectre plus étalé, en quelque sorte, mieux échantillonné, pour valoriser la résolution spectrale maximale sur le Soleil. C'est ce qui vous permet aujourd'hui, par exemple sur le Soleil, de faire du spectroléographie avec des scans sur l'arrêt, de faire éventuellement du champ magnétique, ce genre de choses. En fait, voilà. Donc tout ça est un peu dans l'esprit. Alors évidemment, pour les étoiles, c'est différent, enfin, presque différent. Alors en basse résolution, en haute résolution, on reste dans une configuration aussi 80-125, on retrouve le même problème d'échantillonnage. Donc ça reste pareil. En basse résolution, le réseau qu'on utilise, c'est un réseau de 300 traits par millimètre cette fois-ci. Et cette fois-ci, l'incidence sur le réseau est différente, elle est moins élevée. Du coup, le phénomène d'anamorphose qui fait que la fente optiquement se réduit sur le détecteur par un principe optique lié à l'anamorphose, eh bien, fait qu'effectivement, il existe beaucoup moins. Et donc là, du coup, on peut utiliser des focales plus courtes, ce qui est très intéressant en spectrostellaire parce que focale courte signifie plus de luminosité aussi,
un champ plus large aussi pour acquérir le spectre. Et du coup, effectivement, bien, c'est plutôt optimal d'utiliser cette focale-là. Alors, il faut noter une chose, c'est que la focale est la même pour l'objectif collimateur et pour l'objectif de caméra, 80 mm dans les deux cas. Bon, au tout début, pour ceux qui connaissent le tout début de Solex et de Starex, il y avait proposé un objectif de 60 mm de focale seulement au niveau de l'objectif de caméra, mais je l'ai vite laissé tomber. Alors, il était intéressant parce que c'était une ouverture plus forte, donc plus de luminosité, peut-être plus intéressant pour les nébuleuses, par exemple. Mais les aberrations optiques étaient telles que je n'étais pas satisfait. Et donc, toujours pareil, chercher le bon compromis, c'est crucial dans un instrument. C'est la base de l'instrumentation, les compromis. Hein. Et donc, je n'ai pas voulu retenir cette solution-là, on l'a laissé tomber. On avait prototypé d'ailleurs, hein, chose intéressante, hein, bon, mais on n'a pas fait. Donc, du coup, aujourd'hui, on est à 1,1 de focale entre les deux. Bon, c'est une bonne solution. On parlait tout à l'heure de l'Alpi, Alpi 600. C'est la même chose sur l'Alpi 600. Bon, on a la même focale. Donc, voilà. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si je n'ai pas répondu, eh bien, je m'excuse, mais on pouvait la reposer. Voilà. Ok, il y avait aussi une question précédente, mais qui concernait un peu ce que tu disais sur les applications dérivées du Solex, du Starex, du Polex, et sur justement aussi de pouvoir mesurer des filtres. C'était, je crois que c'est un sujet qui avait été abordé par Julien là sur le chat. Alors moi, je voulais juste compléter qu'effectivement, la mesure de filtre, c'est quelque chose d'important, faire de la mesure tout court en fait, de bande passante de filtre ou d'optique. Et justement, il y a une future dérivée. Je vais vous faire voir un peu ce que ça donne. C'est ici ce que j'appelle moi le Labex. Alors on voit pas bien avec l'incrustation derrière, mais c'est un spectro, c'est un Solex, hein, un Starex, qui est monté simplement sur un banc optique avec d'un autre côté de quoi injecter de la lumière. Ici on voit un peu le module, mais enfin là l'incrustation ça ne marche pas très bien. Et donc voilà, on peut très bien dériver le Starex dans différents produits. À venir, voilà, on n'est pas limité et il suffit de faire germer son imagination. C'est tout à fait exact ce que tu dis. Le Labex, tu vois, il y a le Starex, le Polex, etc., le Star, enfin, etc., hein, donc le Labex. On peut décliner beaucoup, mais bon, jusqu'à un certain point. Et la mesure que tu lui présentes là est d'abord utile parce qu'elle permet effectivement de se rendre compte. Moi, j'avais un rêve, c'était que sur le stand OHP, le stand de Cheliac, on puisse mesurer les filtres que vous avez achetés pendant les RCE et vérifier qu'ils sont bien comme vous les avez achetés. Hein. Donc, on pourrait imaginer ce genre de choses. Je n'ai pas trop envie d'avoir d'avenue avec les fabricants parce que des fois, il y a des surprises. Mais voilà, vous pouvez vous amuser à le faire. Et alors, ce n'est pas que de l'amusement parce que, alors, c'est de l'amusement quand même parce que c'est très génial à faire. On apprend beaucoup de choses. J'ai montré tout à l'heure une pomme avec la mesure de la réflectance de la pomme, les pigments de la golden. Eh bien, c'est la base de la physique d'observation en spectro. Quand on veut faire du planétaire, quand on veut mesurer la surface des astéroïdes, ça nous amène très loin dans l'astronomie aussi professionnelle quelque part. Et donc, on apprend des choses avec ça et on peut le montrer de manière efficace. Ce que tu dis sur les filtres, c'est tout à fait exact. On peut travailler sur l'inclinaison des filtres, etc. On va voir plein de choses. Bref, il y a énormément de produits dérivés. Vous pouvez mesurer votre écran de LED de votre télévision, etc. Il y a des trucs très marrants à faire. Les végétaux, comme j'ai pu le montrer rapidement. Tout ça permet d'apprendre et aussi de faire des logiciels qui sont très, je reviens à SpecInti une seconde, très faciles à utiliser, un presse-bouton avec des grosses bibliothèques en fait qu'on appelle des fichiers de configuration dans le langage SpecInti et qui vous permettent de traiter ces spectres-là de manière très facile et très automatique. Par exemple, l'exemple que montre Olivier de filtre, c'est en gros mesurer sans le filtre et avec le filtre, faire le rapport des deux. Et tout ça peut s'automatiser de manière assez efficace. Bref, quand vous achetez un Solex et encore plus un Starex, vous n'achetez pas qu'un spectro pour faire des étoiles, mais vous achetez un trésor en vérité. Pour faire beaucoup de choses. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Autrement, je laisse aussi la parole à François si tu veux compléter ce qui vient d'être dit. Non, ce serait que de la redite. J'ai juste vu passer la question pourquoi vous ne proposez pas la vente de la partie mécanique. Je ne suis pas sûr d'avoir une très bonne réponse à cette question-là, mais ce que je sais, c'est qu'on aurait beaucoup moins de valeur ajoutée sur la partie mécanique.
Et après, je pense que c'est surtout une question de bande passante chez nous, c'est qu'on est bien occupé et du coup, on essaie de mettre notre énergie là où on a le plus de pertinence. Voilà, j'ai bien conscience. Bon, déjà, je pense que par définition, le Solex, c'est un instrument à faire soi-même, enfin, à imprimer et puis à se bricoler. Mais ouais, ça dépannerait certainement des gens d'avoir un kit complet. Mais bon, je sais pas, on le fera peut-être un jour. Mais, mais bon, enfin, encore une fois, c'est plus une question d'un manque de ressources aujourd'hui que de volonté profonde, quoi. Ouais, c'est une question qui, à mon avis, n'est pas nécessairement comment dirais-je, la valorisation de Sheliak n'est pas là. C'est pas spécialisé dans ce domaine-là directement. Par contre, la question du kit se pose effectivement pour pas mal de gens. D'abord, exactement ce que tu as dit, François, l'esprit de Solex, de fabriquer soi-même, de le comprendre soi-même, de le monter soi-même, de le régler soi-même et de l'exploiter soi-même et de l'améliorer éventuellement. Donc ça, c'est vraiment la clé et c'est vraiment la démarche qu'il y a derrière ça. Elle est tout à fait déterminante pour moi. Maintenant, tout le monde n'a pas d'imprimante chez soi. Tout le monde n'a pas nécessairement les moyens de l'avoir, etc. Donc, du coup, effectivement, on a bien sûr réfléchi à ça. Et grâce au ciel, on a des fabricants, par exemple Azure 3D Print, qui se trouve dans la Côte d'Azur, pas loin de chez moi ici, du côté de Cannes, et qui fabrique le kit complet avec toutes les options pour un prix que je trouve relativement dérisoire, quoi. D'accord? Donc, vraiment, c'est le prix impression 3D. Alors que pour allez, moins de 200 euros, on va dire, vous avez un kit complet et voire même monté avec les inserts et tout le machin. Donc, très honnêtement, ça ne peut pas être l'obstacle aujourd'hui de se passer de Starex, de Solex, si vous n'avez pas d'imprimante 3D. Il y a des solutions qui existent. Je crois même qu'aujourd'hui, tu as présenté ça un petit peu rapidement, mais à l'étranger même, il y a des fabricants qui se proposent pour fabriquer ça en Allemagne, etc. Il faut savoir qu'Azure 3D Print, pour monter une idée quand même de la chose, a vendu des kits mécaniques, Solex, enfin en plastique, hein, donc des trucs très légers, vraiment espèce de 200 grammes, hein, aux États-Unis, quoi. C'est-à-dire que le gars, il est à Cannes et il vend enfin, il a fourni donc les machins aux États-Unis, quoi. On va dire que même les Américains, des fois, ils sont pas tous les moyens qui vont bien avec eux, mais voilà, ils adhèrent à ça et ils achètent là-bas, quoi. Ils achètent chez nous. C'est assez sympa, quand même. Voilà. Je rajoute un tout petit complément alors, sur un plan un petit peu différent. Bon, j'ai bien conscience que d'avoir une imprimante 3D, ça intéresse pas tout le monde, c'est pas donné à tout le monde, mais c'est quand même c'est des petites machines assez fascinantes, hein. Je sais que c'est des trucs qu'on utilise beaucoup. Là, j'ai fait une petite pièce il n'y a pas longtemps, enfin, sur du prototypage. Et c'est un jouet, hein. Enfin, c'est un truc qui permet d'explorer et qui est vachement dans l'esprit du projet. Donc, enfin, je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait un Solex pour qui ça a été un prétexte pour aller investir dans une imprimante 3D. Et c'est bien l'esprit. Donc, effectivement, on trouve des gens qui le font et faut vraiment y aller sans état d'âme si vous n'avez pas envie d'aller vers ces technos-là. Mais sachez aussi que ces technos-là, elles sont quand même fabuleuses par ailleurs, quoi. Je pense qu'effectivement, ce que tu as montré, Olivier, avec le Lavex, si on peut se le fabriquer soi-même, c'est vachement bien. Mais vous voyez, tout bête, hein, c'est-à-dire que j'ai montré tout à l'heure la mesure de la pollution du ciel. D'accord? On prend le spectro, on le tient à la main, on le met sur un support. Tiens, à la limite, fabriquer le support. Mais aussi, on met un petit diaphragme devant, mais pas d'objectif. On met un petit diaphragme pour faire l'ouverture. Bah, il m'a fallu un quart d'heure pour fabriquer le diaphragme, l'imprimer et l'utiliser. Donc, en fait, c'est une liberté. Et donc, c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'il y a des options qui se présentent, ça marche. Ce qui a été montré aussi, c'est que beaucoup d'entre vous ont eux-mêmes conçu les choses autour de StarX, très efficaces, et qui ont permis effectivement d'améliorer le concept par ailleurs. Donc, c'est un vrai échange qui est tout à fait intéressant. Aujourd'hui, il n'y a pas une banque, enfin, il n'y a pas vraiment un site qui rassemble tout ça de manière efficace, mais ça reste quand même quelque chose de très intéressant. Donc, encore une fois, c'est très souple. C'est dans l'esprit du projet, hein. Vous avez une imprimante, vous le faites. Si vous n'avez pas d'imprimante, vous avez une solution. Voilà, c'est clair. J'en profite, j'ai enlevé mon incrustation, comme ça vous voyez un peu le Labex, cette fois-ci en vrai. Pas... Et donc là, la principale truc, c'est que c'est en fait monté sur un petit banc optique en aluminium avec des cales pour caler le Solex. Ça c'est un Solex de base, hein. C'est exactement les mêmes fichiers STL qu'il y a sur le site de Christian, sauf que la particularité, c'est qu'il y a un module ici que j'ai conçu qui permet à la fois de générer avec des lampes au xénon un flat
et aussi les lampes de calibration qui seront, alors c'est un des tas de prototypes, ça n'est pas encore terminé, mais de générer en fait les lampes de calibration qui permettront de ici d'avoir un petit module qui permettra en fait de tester les filtres, voire d'autres choses, hein, des liquides. Il y a plein d'autres applications qu'on peut faire justement avec ce genre de banc. Voilà. Ouais, tu vois, cet esprit-là, cet esprit que tu décris là, et qu'on a un peu parlé là, il faut le diffuser à l'international, c'est clair. Alors, je sais qu'il y a eu il y a eu des remarques sur ça. Julien Lecomte a fait d'ailleurs une remarque là-dessus, je crois. C'est vrai qu'il faut faire des vidéos en anglais, il faut documenter en anglais. La manière de réfléchir d'un Américain n'est pas celle d'un Français, c'est clair. Un peu plus facile en Europe, mais encore que même en Europe, il peut y avoir des choses. Et les Anglais, par exemple, c'est dur. Hein, voilà. Et donc, mais n'empêche que l'aspect international de l'opération, sans en tirer la couverture du tout, hein, c'est simplement pour lui dire, bah, regardez, c'est génial, il faut se réunir, etc. Je voudrais attirer l'attention sur un point, enfin, un point et demi pour le Solex. Récemment, il y a eu une opération qui a été faite avec une professionnelle qui maintenant travaille à l'ESA, à Garching, et donc qui travaille sur l'observation avec solaire orbitaire. Elle a sollicité les amateurs pour, disons, fabriquer sur une laps de temps assez court une banque d'images. Beaucoup d'amateurs ont répondu. Ça montre l'aspect aussi professionnel qui s'accroche à notre projet. C'est, je trouve, très valorisant en fait en soi. Pour la petite histoire, il y a un Solex qui va être commandé pour un observatoire de Meudon, qui est la base, la Mecque de l'observation solaire. En même temps, une réflexion actuellement intéressante pour alimenter la base 2000, etc., avec des images Solex. Donc, c'est un truc qui est en devenir, je vous le dis là, mais ça, vous ne le dites pas autour de vous, mais ça reste actuellement en discussion. Mais c'est un vrai projet hein, aussi assez intéressant. Évidemment, pour les étoiles, c'est la même chose. On va continuer à travailler comme on l'a toujours fait là-dessus. Mais plus il y aura d'amateurs qui vont observer, plus on aura la capacité d'intéresser les professionnels et d'avoir des données de plus en plus efficaces. Et là, j'en tire aussi l'attention sur l'idée qu'aujourd'hui, il y a une base de données aussi qui commence à se construire. On en parlera au RCE, mais puisqu'on est réunis ensemble et qu'on est entre nous, il y a une base qui s'appelle Staros, qui va être mise en route, qui est actuellement en train d'être mise au point, testée, et qui est une vraie nouveauté. Là aussi, il y a pas mal de nouveautés qu'on a dit ici, mais qui va permettre de travailler sur des programmes, des projets très courts, mais très, très limités, mais sur un objet ou deux, enfin plutôt un objet, mais sur un laps de temps assez court, et avec une invitation d'y participer, très active, et avec une belle interactivité avec la base de données et entre les amateurs. Ça, c'est très neuf parce que en photographie, par exemple, du ciel, les gens font des photos, mais ils publient éventuellement sur Internet, puis ils les gardent pour eux, etc. Ça se perd un petit peu. Il y a rarement une concentration des données, une fusion des données, par exemple. Mathieu Lelin, avec qui on travaille actuellement, évidemment, est la cheville ouvrière de ce projet. Et l'idée, c'est qu'on fédère les choses et puis surtout qu'on progresse ensemble. C'est-à-dire qu'on compare les spectres, hein, on voit l'évolution, on voit comment ça bouge. Et vous savez, en spectro, les choses bougent très vite, beaucoup plus vite que le ciel immuable qu'on a avec une photographie. Et donc, quelque part, ce dynamisme, on veut aussi le mettre en musique au travers des projets qu'on va lancer. Ils ne seront pas que des projets d'observation compliqués, il y aura des choses très simples, même des projets parfois qui seront sur l'idée, est-ce que vous savez calibrer les spectres? On met tout ça en commun, on fait un pot commun, on fait une discussion, on fait un petit forum autour de ça, et on avance comme ça. Vous voyez, il y a plein d'idées autour de pas que de StarX d'ailleurs, hein, parler d'IP, etc. C'est évidemment ouvert à tout, l'IRES, etc. Les low spec, etc. Tout ça, mais en même temps, voilà, l'idée c'est de gonfler la communauté et, comme je l'ai dit, l'internationaliser au maximum. Voilà. Oui, alors là, on a Olivier, ton micro. Oui, excusez-moi, j'avais oublié de remettre mon micro, mais juste pour vous faire voir un avant-goût de ce que c'est que le projet Staros dont vous parler Christian. Donc voilà, c'est juste un peu des vues de la future database et un peu de la philosophie du projet, quoi.
Ouais, donc c'est un truc, vous allez voir, c'est assez interactif et très sympathique et très ouvert. Et en même temps, là, l'intérêt, c'est que vous pouvez vous inscrire très facilement. C'est libre et il n'y a pas vraiment de contraintes. Donc, il y a de quoi s'éclater avec tout ça. Vous verrez, enfin, on va essayer de le faire vivre, en tout cas. Joliment présenté. Avez-vous Oui, d'autres questions joli à fort. poser? Vous avez d'autres questions à poser, hein, n'hésitez pas, hein, on est là pour ça. Hein, donc, Oui, absolument. Si vous avez des idées ou des remarques sur les configurations ou même des soucis avec votre instrument, n'hésitez pas à poser des questions. On est là pour y répondre, bien entendu, si possible. bon, bah, a priori, il n'y a pas de questions. Donc, je sais pas, François, tu veux le mot de la conclusion? Attends, j'ai une question à poser, Olivier. C'est Ah, vas-y. Rémi. Et ça, c'est une question à Christian Bull que j'avais posée d'ailleurs sur le forum de Cala et qui revient sur la réponse instrumentale, à savoir la OD. Finalement, j'ai lu que, bon, trivialement, on va utiliser 0,13, mais malgré tout, il y a quand même une mesure à faire pour affiner finalement le résultat de l'acquisition de telle ou telle cible. Et je voulais savoir quelle était la procédure à suivre. Est-ce qu'il faut quand même... enfin, comment on fait, quoi? On ne met pas uniquement 0,13, quoi. Je veux dire, il y a entre 0,02 ou 0,04 et 0,13, ça fait quand même une sacrée marge, que ce soit sur le désert ou... Ben, tu viens de donner la réponse quelque part. Dans le désert, tu mets une valeur qui est correcte. Tu as un ciel cristal. Tu es en montagne, tu mets effectivement une valeur plus faible, en gros, les fourchettes. Et puis voilà. Sache qu'il existe même, mais bon, c'est un peu compliqué, mais il existe même des sites Internet qui te donnent l'AOD chez toi. Les données satellites te les mesurent directement, donc tu pourrais aussi les récupérer par des données satellitaires. Donc il y a quelques applications Internet qui peuvent le donner. Il faudrait que je remette tout ça un peu à jour. Mais absolument. Alors, il faut comprendre, il ne faut pas non plus, comment dirais-je, se prendre trop la tête. Hein. C'est-à-dire que, histoire de bon, on va pas faire un cours de tel spectro là, il est tard, et on ne va pas travailler là-dessus. Mais déjà, donc j'ai répondu en partie, hein, c'est-à-dire que 0,13 c'est une moyenne, bon, ben, mais vous pouvez l'adapter. Deuxième point, vous pouvez faire des mesures et des comparaisons et donc adapter votre solution à celle de votre site, hein, éventuellement. Et puis, ça rejoint aussi un peu, c'est marrant parce que ça rejoint ce qu'on vient de dire sur la base de données, Staros, etc. C'est vraiment typiquement le genre de truc qui pourrait être le sujet pour la base de données. Hein, et alimenter en fonction de ça. Enfin bon, il y a des trucs marrants à faire avec tout ça. Bref, voilà, on a encore à apprendre les uns des autres, hein, si vous voulez. Voilà, et donc optimiser par rapport à la valeur que tu as typiquement. Si tu es en hiver ou en été, bah, tu peux changer. Et effectivement, ça marche pas mal. Et puis encore une fois, ça se mesure. On y reviendra, je pense. Voilà, pas de problème. Et pour finir, vous savez, c'est un paramètre pour trouver la réponse instrumentale, mais malheureusement, il y a des trucs qui c'est l'arbre qui cache la forêt, hein, parce qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus compliquées et beaucoup plus difficiles, qui vous empêchent d'avoir parfois de très bonnes réponses instrumentales. Et donc, vous ne polarisez pas sur un truc, ce n'est pas parce qu'il y a un problème là, s'il y a un gros problème à côté, il faut d'abord traiter le gros problème. Et par exemple, les problèmes de réfraction atmosphérique et ce genre de choses sont des problèmes beaucoup plus sérieux et qui sont parfois beaucoup plus destructifs, ou des problèmes de méthodologie tout simplement, c'est-à-dire de bien prise en compte des paramètres, etc., et d'utiliser un bon spectro. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai montré l'effet queue de poisson, vous savez, là, l'espèce de machin qui part comme ça, là. C'est-à-dire une aberration optique qui crée en fait un problème qu'on peut retrouver tout à fait directement dans la réponse instrumentale. C'est un grand classique. On oublie une partie du signal et puis ça vous fait un patatrac. Voilà, en fonction de la focalisation du télescope que vous faites, vous avez un effet plus ou moins variable. Bref, c'est un sujet compliqué. Donc, le AOD, là où tu parles, Rémi, oui, c'est un paramètre. Hein. Oui, tu peux l'ajuster, mais ce n'est pas nécessairement l'élément déterminant qui va te faire la qualité de ton observation. Voilà. D'accord. Merci, j'ai retenu finalement que c'est comme son instrument, il faut apprendre à connaître non seulement son instrument, mais aussi le lieu atmosphériquement parlant du site.
C'est exactement ce que font les professionnels, en fait. Hein. Ils ont une capacité de le détecter parce qu'ils ont des instruments, mais à l'œil, on peut aussi s'y habituer. Alors là, on aura sûrement des échanges intéressants là-dessus, mais tu verras, on va travailler ce problème-là. Et tu verras encore une fois que malheureusement, il y a d'autres soucis qui peuvent se présenter, mais qu'il faut cranter les choses et on va les résoudre petit à petit, c'est clair. Mais en tout cas, déjà, on a pas mal de trucs intéressants quand même sous le coude, hein, je vous le signale. Voilà. Merci. Encore une ou deux questions, si vous en avez. Autrement, on laissera le mot de la fin à François. Alors, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Et alors, j'ai une question. Je donne une formation logicielle avec une collection de météorites traitée par Brigitte Zanda du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Dans mon idée, je voulais tenter de faire quelques spectres avec mes élèves d'astéroïdes et essayer de comparer ça avec donc, les météorites que je vais avoir en prêt pendant la semaine. Ma question, c'est est-ce que c'est possible avec un spectral pi sur table de tenter le spectre d'une météorite? Est-ce que tu peux me répondre rapidement? Possible ou c'est complètement illusoire? C'est complètement possible. C'est complètement possible parce qu'en haut, alors, ce sera avec un LP, ce sera le spectre visible, d'accord, donc une partie visible du spectre, mais tu auras des informations intéressantes dedans. Mais tu as compris la manip, hein. Bon, je ne vais pas détailler, mais bon, Olivier l'a montré aussi quelque part. En gros, on fait la comparaison entre un spectre sans la météorite, il y avait la météorite. Oui. La clé, en fait, dans tout ça, c'est d'avoir une source de lumière à peu près blanche, mais pas obligatoirement. Ce que j'ai montré d'ailleurs dans mes expériences là, c'est que j'avais le spectre solaire qui était la référence. Et le spectre solaire, vous savez, il y a des raies spectrales partout. C'est vraiment la panique complète. Ce n'est pas une lampe continue, etc. Mais malgré tout, ça fonctionne. On arrive. Après, il y a un petit travail sur le traitement, mais qui est une opération complètement basique, une simple division, on va dire. Après, ça dépend de la maîtrise que vous avez des logiciels et ce que vous utilisez en TP avec les élèves, etc. Bon, enfin, ça fait partie de l'exercice aussi quelque part. Donc, franchement, oui, on est clair avec une source forte parce que souvent, les météorites, je pense qu'elles sont assez sombres, hein, elles sont assez noires. On est clair avec assez fortement, mais avec le même éclairage, on va mesurer. Ce que j'ai montré dans la vidéo rapidement, c'est que je me prenais du carton de plume. Vous savez, ce fameux carton que l'on utilise pour faire du dessin, pour les artistes, etc. C'est un carton très blanc, en fait. Pas mal, il a une bonne réflectivité, il est assez homogène. Donc, c'est ça la référence quand on veut utiliser par exemple le soleil ou une lampe à incandescence qui est claire. Et on a ça la référence. Et puis après, vous mettez la météorite devant la fente du spectrographe et vous faites un deuxième spectre et on divise le deuxième par le premier. Et donc, on obtient ici ce qu'on appelle la courbe de réflectance, l'albédo, si tu veux, de l'astéroïde, enfin de l'astéroïde, enfin c'est presque un astéroïde d'ailleurs, puisque c'est une météorite, hein, on est vraiment dans le truc là, et c'est même génial, et d'ailleurs, c'est là où tu vas aller plus loin, parce que tu vas mesurer le spectre d'un astéroïde en vrai, et tu vas le comparer avec ce que tu as fait en laboratoire, voilà, tu vois bien tout ce qu'on peut tirer, hein, et donc quelque part, et d'ailleurs c'est la même technique, hein, parce que c'est le soleil qui éclaire l'astéroïde. Après, moi, quand on fait une étoile, quand j'ai montré Jupiter par exemple tout à l'heure, j'avais pas le soleil parce qu'il faisait nuit, donc pas de soleil la nuit, bon, j'ai pas de référence, quoi. Mais évidemment, on utilise une étoile qui ressemble au soleil, une étoile équivalente au soleil, qui sert de référence, et puis c'est ça qui nous permet de faire la référence. Et l'objet de l'objet, c'est à l'occurrence Jupiter, on divise l'un par l'autre, et ça marche. Pour l'astéroïde, franchement, c'est pareil. Il faut faire un petit peu attention que tu mets pas d'optique devant, hein, tu mets directement l'Alpi 600 en l'occurrence, assez proche, mais ne fais pas d'ombre sur l'astéroïde, pardon, sur la météorite, et tu vas arriver comme cela à avoir un signal propre venant de la source. Tu la compares encore une fois avec un écran blanc qui va te coûter 0,5 euros chez le papetier du coin, et tu auras un excellent spectre. D'accord. Bon, ouais. Très super. Ça me donne, oui. Je vais tenter tout ça. Je vais rajouter un dernier point, parce que faire bref, mais c'est vrai que, et c'est pour ça que j'insistais pas mal tout à l'heure sur l'infrarouge, c'est que souvent, les signatures spectrales, c'est-à-dire ce qui va caractériser un météorite d'une autre, si tu veux, quelque part, pas toujours. Hein, c'est plutôt l'infrarouge. C'est plutôt l'infrarouge, oui. Voilà. Mais ça, l'infrarouge, attention, hein, on n'est pas sur le James Webb télescope, hein, c'est-à-dire
On ne va pas travailler à 2 microns, à 10 microns, etc. Hein. On est très modeste, on s'arrête à 1 micron, Oui, oui. qui n'est pas l'infrarouge. Pour un infrarogiste, un astronome, c'est le visible. Hein. D'accord. Donc, voilà. Mais quand même, pour nous, on ne voit pas ça à l'œil nu. Moi, je trouve fascinant d'aller dans l'UV et dans l'infrarouge, dans notre infrarouge, parce qu'on ne le voit pas à l'œil et on découvre des choses qu'on ne voyait pas jusqu'à présent. C'est un des révélateurs de la spectro, c'est que ça vous montre ça de manière propre. Donc, ton caillou, ouais, il sera peut-être mieux dans l'infrarouge, mais tu verras ça plus tard. Mais déjà, commence avec un Alpi et dans le visible, ce sera déjà remarquable. Ouais, super, merci. Une dernière question, ou alors après on passe avec la conclusion, si François tu veux conclure cet atelier. Ouais, moi, j'ai juste envie de de rajouter un petit complément. Bon, j'aurais été incapable de faire la réponse que tu as faite, Christian. Par contre, je trouve face à le type de question que tu as, Olivier Gérard, faut tester en fait. C'est incroyable. Faut vraiment tester. Faut faire des essais. Le risque qu'on prend en faisant des essais, c'est de se planter puis d'arriver à un résultat nul. Et puis, bah, c'est pas grave parce qu'au passage, on aura appris plein de choses. Donc, si vous avez des idées farfelues, allez-y, testez-les. Et même si ça donne des résultats négatifs, c'est pas grave du tout. Et même les résultats négatifs, vous pouvez les partager. Je pense que cet esprit de curiosité et enfin, je répète souvent, moi j'aime bien cette formule qui dit qu'un expert, c'est quelqu'un qui a déjà testé, qui a fait toutes les conneries possibles. Et donc, pour devenir un expert, il faut faire beaucoup de conneries et donc il faut tester beaucoup. Et j'adore cette démarche-là et je trouve que les instruments dont on dispose aujourd'hui permettent de faire des essais complètement fous, quoi. Et effectivement, le détournement des instruments pour faire des trucs un peu exotiques, c'est trop génial, quoi. On a encore une petite question, si je peux me permettre, qui est intéressante. Et c'est une question, est-il possible de faire des spectres de l'atmosphère des planètes avec un kit Starect haute résolution, avec un gros télescope? Alors là, je vais répondre partiellement, après Christian pourra aussi répondre, mais je sais que la manip a été faite notamment sur Io par Guillaume Bertrand, qui est ici, là, qui est parmi nous. Il peut peut-être éventuellement nous en dire un mot, mais d'abord, Christian, vas-y. Ouais, bon, je vais pas montrer mes slides parce qu'il y a beaucoup de personnes qui seront peut-être au RCE, mais malheureusement, peut-être pas tout le monde. On va essayer de faire une captation, peut-être. En tout cas, les slides seront présents. Mais dans ce que je présente, hein, effectivement, il y a un spectre de haute résolution de nuages de mercure, nuages de Io. Et je crois qu'effectivement, je crois que Guillaume est là, enfin, je sais pas, il peut en parler. Et effectivement, quelques amateurs ont commencé à faire ça. Et c'est vrai que, alors, en général, c'est plutôt la basse résolution qu'on utilise pour faire l'analyse des spectres, mais ce n'est pas des choses sur les planètes, ce n'est pas des choses au niveau des aurores, par exemple, ce genre de choses qu'on peut voir dessus. Et donc, il y a peut-être des trucs à faire aussi là-dessus. Donc, oui, absolument. Et puis, une planète comme Mercure, par exemple, c'est génial, parce que Mercure, il y a Bepi Colombo qui va arriver bientôt sur la planète. Parce qu'en plus, Bepi Colombo, quelque part, je suis sensible parce que j'ai travaillé sur le spectrographe qui équipe cette sonde spatiale, la partie spectro-ultraviolette avec les Japonais à l'époque. Et donc, on va étudier l'exosphère. Il se trouve que sur Mercure, bon, c'est une planète un peu aride, hein, il y a quand même une atmosphère, c'est ça qu'on étudie. Et ce qui est génial, c'est qu'avec un petit appareil, un Starex, à haute résolution, en l'occurrence ici par exemple, eh bien, on peut voir l'atmosphère de Mercure. Voilà, donc ça c'est assez sympa. Voilà, mais peut-être qu'il y a des témoignages de gens qui l'ont déjà fait. Je sais pas si Guillaume, tu peux te dire vite fait deux petits mots sur ta Guillaume, manip. tu veux dire un mot, ouais, ton expérience. Yes, merci. Juste pour dire, ouais, c'est une manip facile. Faut pas hésiter. Pour reprendre ce que disait François tout à l'heure, faut tester en fait. Enfin, moi, je savais pas trop. J'avais vu les expériences de Christian. Avec une toute petite lunette de 72 mm, j'ai fait le test en haute résolution. Et ma grande surprise, direct, ça sortait à fond les deux raies du sodium avec un gros pic. Je pensais pas que ça se verrait autant. Et après, Christian a refait d'autres essais, ça a confirmé. J'ai refait quelques nuits plus tard. Et là, ce qui est super en haute résolution, c'est que ça bouge énormément. On voit l'intensité qui bouge. On se rend compte des effets Doppler, donc des mouvements typiquement des satellites autour de Jupiter. Et comme le disait Christian, il y a plein d'idées. Enfin, moi, j'imaginais Mars aussi, il se passe des choses.
il se passe pas mal de choses, donc il y a plein de trucs à faire. J'ai pas encore essayé. Jupiter, les aurores, etc. Enfin, il y a sûrement des trucs à capter, voilà, en haute résolution, mais aussi sûrement en basse résolution, quoi. Donc à tester, quoi. Faut faire des essais. On a des bonnes surprises. Ouais, c'est génial que tu parles de Mars parce que c'est vrai que ça fait partie, tu vois, sur Mars, il y a souvent des poussières, des nuages, etc. Il y a des calottes polaires. Euh, et là, ça m'inspire une chose, mais j'ai essayé de le faire passer dans la présentation que je vais faire au RCE, mais bon, c'est compliqué. Mais les gens ont des gros télescopes, des télescopes très puissants, en fait, qui font des superbes images de la planète, par exemple Mars, Jupiter. Et franchement, s'ils mettaient un petit spectro derrière, il ferait des trucs de folie. Hein. Ils se régaleraient parce qu'ils trouveraient des choses qu'ils n'imaginaient pas. Un peu ce que tu viens de décrire d'ailleurs. C'est justement. Hein. Et donc, ben voilà, c'est ça qu'il faut essayer de faire. Quoi. Mais ce qui est d'ailleurs ma conclusion des RCE, c'est que les gens voient la spectro comme un truc de science, de maths, de spécialistes, d'astrophysiciens. Il ne faut pas faire ça du tout. Hein. C'est pas ça. C'est pas de la science. C'est pas de l'astrophysique du tout. Enfin, premièrement, c'est se faire plaisir à observer le ciel, à l'utiliser de manière originale, le ciel, hein, utiliser des moyens originaux, encore une fois, avec des petits moyens, de découvrir avec ces moyens aussi modestes, qui est assez excitant en soi, et de vraiment aller dans des sentiers qui sont pas communs, avec la beauté des spectres, dans le sens où c'est beau formellement. C'est une courbe, on peut faire des images, on peut le montrer, mais on peut aussi avoir la puissance qu'il y a derrière. C'est un trésor magnifique, hein. Mais sans faire de science, sans être astrophysicien. C'est la grosse difficulté en fait qu'on a. Mais c'est justement au travers de démos comme celle que tu avais décrite là et que j'ai pu faire, mais d'autres en ont fait les meilleurs que moi encore avec des petits instruments, parce qu'on progresse aussi de ce côté-là. Eh bien, on peut encourager les gens à aller exploiter leur télescope dans cette direction-là. En tout cas, la communication, elle doit passer par là. Mais en tout cas, démystifier notre sujet, c'est crucial. Voilà. Et on peut le faire avec des manips très simples, très pratiques, comme mesurer des filtres, mais aussi aller sur Jupiter et les nuages de Io, c'est génial à faire. Bon, ben écoutez, peut-être une toute dernière question, puis autrement on clôture cet atelier sur cette note. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un qui veut dire quelque chose. Bon, une fois, deux fois, trois fois. Bon, bah écoutez, vas-y François. Ouais. Non, ouais, enfin, non, bah, c'est pour dire un grand merci à tout le monde. Ça, de nouveau, ça donne ça donne le vertige et ça donne envie. Donc, faut foncer. Éclatez-vous, amusez-vous. Je trouve que par les temps qui courent, c'est bien de se tourner vers les étoiles et puis de voir toute la beauté du monde. Et c'est bien de partager. Je crois qu'on a un peu une mission particulière là-dessus. Et allons-y avec enthousiasme. Et puis après, de manière plus concrète, ouais, participer au déploiement de ces instruments Solex, Starex dans une communauté encore plus grande. Et vraiment, je pense qu'en faisant ça, on fait du beau boulot, quoi. Tous ensemble. Et merci de ce que vous nous permettez de vivre. Et bonne soirée à tout le monde.